Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Univers FM, organisée par Adadif Kazi, qui est une association socioculturelle avignonnaise qui travaille à mettre des passerelles entre des acteurs sociaux et des acteurs culturels. Et nous sommes très impliqués depuis 3 ans maintenant avec les partenaires de la charte de l'éco-festival, l'éco-charte, que ces partenaires étant le Grand Avignon, la ville d'Avignon, le Festival In, le Festival Off par l'intermédiaire de Avignon Festival et compagnie. Et cette année, pour la première fois, la Fédération des commerçants et artisans d'Avignon. On est très content de pouvoir faire ces émissions de médiation autour des problématiques environnementales dans le cadre du Festival d'Avignon. Et notre travail, c'est justement de réduire le fossé qui peut exister parfois et trop souvent malheureusement encore, entre les déclarations d'intention et les actes. Et on sait très bien que la difficulté qu'il y a à travailler sur la transition écologique, là pour une fois, un ministère porte très bien son nom, ministère de la transition écologique et solidaire. On est tous dans cette difficulté à pouvoir faire passer des messages et faire de la médiation autour de ces questions-là. On a réuni donc un plateau aujourd'hui qui va être en 2 temps, puisqu'il y aura des gens qui, pour l'instant, sont dans le public et viendront après sur le plateau. Nous allons essayer Nous avons déjà fait 2 émissions sur ces problématiques environnementales. Une première le 12 juillet sur le tri des déchets et la collecte, et une seconde dimanche 21 juillet sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, le thème ce sont les transports et la mobilité, et c'est un très très vaste sujet. Nous allons donc pouvoir voir cette problématique sous différents angles. Et pour commencer, donc, je vais vous présenter les personnes présentes sur le plateau. Nous avons donc Mathieu, qui est bénévole à l'association Roulons à vélo, qui est très active dans l'agglomération sur ces problématiques de vélo et de transport. Fabrice Martinez-Tocabins, qui est élu à l'environnement à la ville d'Avignon et qui vient sur chaque plateau, et c'est pour nous très important de pouvoir avoir la parole d'élus sur ces questions-là, et on aime bien aussi parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Ensuite, Patrice Bersani, donc de GridSlab, qui est un intervenant expert autour des problématiques à la fois de la qualité de l'air et des mesures qui peuvent être effectuées, et qui, avec Atmosud, a travaillé sur un totem qui est mis en place et qui va être effectif très prochainement, boulevard Saint-Roch, au niveau de la rue de la Blanchisserie, et qui va donner un certain nombre d'indications sur la pollution, sur le nombre de passages de voitures, et voilà. Ensuite, nous avons Colline de la compagnie, rappelle-moi s'il te plaît. Pardon ? La Louba. Compagnie La Louba, qui a un spectacle autour de la bicyclette et du vélo. Et nous avons Mohamed Ayani, qui est ambassadeur du OFF pour la mobilité, et donc qui va aussi dans les théâtres pour voir un peu la difficulté qu'il peut y avoir à accéder. Et on s'est rendu compte, là, par exemple, que c'était un vrai problème qui n'était même pas résolu ici. Et donc, on espère qu'il va y avoir des progrès faits de ce côté-là aussi. Donc pour commencer, on va lancer le débat sur la question, et je vais donner la parole tout de suite à Fabrice Martinez-Tocabins, sur cette question qui est très très vaste et qui donc du coup doit être à la fois sectorisée par domaine et par problématique propre à chaque fois. Comment vous arrivez à avoir une vision à la fois globale, tout en étant sur le terrain sur des choses très très concrètes ? Oui, merci. Vous venez de le dire, hein, ça reste un sujet assez compliqué parce que les questions de transport et mobilité, c'est à la fois le quotidien de notre territoire et c'est aussi les enjeux liés au festival, qui est un moment si particulier et si complexe en termes de stratégie de mobilité sur le territoire. En tout cas, dans le cadre de l'éco-festival, c'est une thématique qui pour nous est essentielle.
Aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas encore parce que les études n'ont pas été menées et que nous allons les mener. Hein, je crois que ça va commencer en septembre sur des études sur comment les gens viennent sur notre territoire pendant le festival. Est-ce qu'ils viennent en train, est-ce qu'ils viennent en voiture, est-ce qu'ils viennent localement, est-ce qu'ils viennent de plus loin? Parce que on a quelques idées, on n'est pas trop bête là-dessus, mais on n'a pas de vraie analyse précise récente qui a été faite et on a besoin justement pour ouvrir un certain nombre de stratégies. Après, il y a quand même des enjeux qui dépassent les enjeux du festival et qui sont les enjeux qui concernent tous les Avignonnais et les habitants du Grand Avignon au quotidien. Donc la question du transport en voiture, avec toutes les problématiques qui se posent sur notre territoire, y compris en termes de pollution et d'engorgement de circulation, qui ne sont pas spécifiques à cette saison. La question des transports publics, avec effectivement des enjeux sur prendre le bus, prendre demain le tram. Est-ce qu'on a les bons outils pour permettre finalement des mobilités différentes, moins carbonées? Est-ce que les gens vont utiliser ces outils-là? Après, la question des mobilités douces, qui est une politique générale que mène la ville depuis 5 ans maintenant, avec développement de stratégies autour du vélo, en libérant des espaces, en créant des espaces spécifiques, en mettant en sécurité. Et il nous reste encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Donc tous ces enjeux ils sont posés, certains sont déjà menés, d'autres doivent être développés, et certains, on est juste au début finalement de ces questions-là. On voit donc bien qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des constats de difficultés par rapport aux différentes possibilités qui sont offertes. Patrice Bersani, j'aimerais avoir votre regard sur un peu d'expert, on va dire, sur les difficultés qu'il y a et les constats que vous pouvez faire. Tout à fait. Enfin, moi, j'interviens pas en expert sur la question de la donnée, c'est-à-dire sur la qualité de l'air. Donc, on a travaillé avec les gens d'Atmosud, qui eux, effectivement, sont des scientifiques. Alors, effectivement, après, la difficulté, c'est que ces données, pour le commun des mortels, elles sont incompréhensibles parce qu'il faut les corréler dans un environnement avec tout un tas d'autres données. Et donc, nous, on s'est intéressé à comment, justement, rendre ces données intelligibles, intéressantes et diffusable à un plus grand public. Alors on a la chance très rapidement, nous, d'avoir travaillé très longtemps dans les musées. Donc dans les musées, il faut faire de la médiation avec des outils divers. Et en plus, on s'adresse à des publics très variés, c'est-à-dire du petit enfant à la mamie, le cadre supérieur. Enfin, on a un panel de gens et donc trouver des outils de médiation. Donc ce qu'on a fait là, justement, c'est ce qu'on mène depuis 2 ans avec Atmosud, aussi avec le soutien de la collectivité, c'est donc de mettre en place des outils qui, à partir de mesures de données quand même qui sont très fiables, qui ont été faites par des scientifiques, comment ces données, on leur donne du sens et on communique vers le public sans rentrer dans quelque chose d'anxiogène. Parce qu'effectivement, si là, par exemple, on a installé un totem radar pédagogique là, sur le boulevard Saroc, si en fonction des données que nous donne Atmosud, qui sont des données très fiables, on met qu'il y a tant de microparticules, etc., et que ça va vous bousiller les poumons, là, les gens, ils vont être en stress. Donc, on fait passer des messages qui, finalement, vont, sur le long terme, faire changer les comportements, ou en tout cas, faire réfléchir les gens en disant, effectivement, là, il y a un pic de pollution, le déplacement que je fais là, j'aurais peut-être pu le faire en covoiturage, j'aurais pu prendre mon vélo, j'aurais pu avec un copain, aller à pied. Donc l'idée, c'est de faire passer des messages et que petit à petit, les citoyens, les gens qui vont passer à proximité du panneau, ça va peut-être un petit peu faire changer les comportements. Mais c'est à discuter, mais c'est quand même sur le long terme, parce que c'est un peu de la psychologie. Donc comment finalement on intègre ces messages, mais il ne faut surtout pas qu'ils soient anxiogènes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on est tous aussi, je pense, responsables, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, mais c'est la puissance publique, quelle que soit la problématique, c'est pas nous, c'est l'État ou c'est la collectivité. Là, c'est de se dire peut-être tous, en faisant un petit quelque chose, on va changer nos comportements. Et moi, à titre personnel, après je vais passer la parole, je crois beaucoup à la pédagogie dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'un jeune enfant, il va intégrer ça et par rapport à ça, il va dire oui, c'est bien ou c'est pas bien. On peut transposer ça sur la violence routière, etc. Si dès le plus jeune âge, on dit ce comportement, il n'est pas du tout valorisant, ça fait son travail. Voilà. Merci Patrice. Donc en fait, on se rend compte qu'entre les constats, on va dire macro,
et en se rapprochant de plus en plus du terrain, il va y avoir des mesures, des analyses, des spécialistes qui vont se pencher sur la question. Et puis, il y a ceux qui, au quotidien, ont choisi depuis longtemps leur mode de transport. Et donc, c'est le cas de Roulons à vélo. Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter l'association et les différents axes sur lesquels vous travaillez ? Donc, Roulons à vélo, c'est une association citoyenne. On a un atelier participatif et solidaire où on vient réparer son vélo. On a 3 salariés qui travaillent dans la semaine pour réparer des vélos, en remettre en état pour les revendre. Là, avec le festival, on a beaucoup travaillé avec des compagnies qui nous ont acheté des vélos pour le mois de juillet. Donc il y en a certains qui vont nous les redonner parce qu'on ne fait pas de la location. Et après, le reste de l'année, on travaille avec la mairie pour aménager des aménagements vélos, pistes cyclables, des accroches vélos, etc. Est-ce que dans la relation que vous pouvez avoir avec la mairie, par exemple, il y a des choses qui freinent, des choses qui peuvent aller plus vite ? Qu'est-ce qui se passe dans la relation ? On est ici dans une émission où on n'a pas de langue de bois, où on dit les choses, et on sait qu'il y a les associations de terrain qui peuvent parfois avoir des difficultés à faire passer des messages. Est-ce que c'est votre cas ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, pendant un moment, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on n'avait pas toujours le même interlocuteur. Là, cette année, et c'est vrai alors j'ai plus le nom en tête, il y a une nouvelle personne qui est arrivée à la mairie, qui est venue directement se présenter quand on a fait l'AG. Et c'est vrai que ça a l'air d'avancer un peu plus vite grâce à ça. Je pense que le fait d'avoir toujours le même interlocuteur à la mairie, c'est plus simple. Voilà, après, on a des problèmes de communication, mais je pense que c'est au niveau des festivités que fait la mairie, par exemple la fête du vélo. On y était, on a trouvé qu'il n'y avait personne en fait, qui était venu. Alors, mais c'est plus là, la mairie qui a un problème de communication que vis-à-vis par rapport à nous. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Ça représente combien de personnes concernées, Roulons à vélo ? Des adhérents et puis des... C'est une question piège peut-être là. J'ai pas les chiffres en tête, je dirais 900 adhérents. Ouais. Même... Ah voilà, on arrive à 1200 parce que c'est vrai qu'avec le festival, on a eu à chaque fois qu'on vend un vélo, en fait, la personne est obligée d'adhérer à l'association. Et c'est vrai que là, le mois de juillet nous fait grimper les chiffres. Mais on arrive à 1200, 2000 personnes qui sont passées par l'association, soit pour acheter des vélos, soit pour acheter des pièces. Et après, on est ouvert 3 demi-journées par semaine. Et l'atelier est rempli, quoi. Il y a toujours une vingtaine de personnes qui est dans l'atelier en train de réparer son vélo, venir acheter des pièces, etc. Donc ça tourne bien quand même. D'accord, merci. Donc on parle de vélo et donc on est dans le cadre du Festival d'Avignon et il se trouve qu'il y a un certain nombre de spectacles qui parlent des problématiques écologiques et entre autres donc la compagnie La Louba qui avec Colline ont un spectacle qui s'appelle Respire. Exactement, oui. Et donc est-ce que tu peux nous en parler et dire un peu non seulement ce qui a prévalu à ce choix de spectacle, la dimension dans laquelle vous souhaitez travailler avec la compagnie et ensuite la réaction par rapport à ce que tu peux voir au niveau du festival. Ok. Donc en fait, la Louba, c'est une compagnie de théâtre et d'événementiel durable. Donc on est vraiment plutôt sur la création de spectacles engagés citoyens et développement durable. Voilà, c'est vraiment nos axes de travail et social aussi. Voilà. Donc en fait, la compagnie, depuis 5 ans, est vraiment investie dans la mobilité douce. Déjà à titre individuel, voilà, on vivait dans les grandes villes et c'était assez insupportable cet envahissement du taux automobile et donc on s'est petit à petit vraiment intégré là-dedans. On est aujourd'hui adhérent de la FUB et on intervient dans beaucoup de festivités sur la mobilité avec les collectivités pour animer et sensibiliser. Alors du coup, est venue l'idée de la création du spectacle Respire, qui s'appelle Respire, l'histoire déjantée de la bicyclette, où on traite de l'histoire de la bicyclette avec le parallèle sur l'émancipation de la femme, parce que les deux sont quand même très liés. Et donc, à travers ce spectacle qui est à la fois une comédie, ça devient aussi un outil de sensibilisation et de communication pour les collectivités et même les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des plans de mobilité obligatoires pour intégrer d'autres formes de mobilité que ce qu'elles ont aujourd'hui, quoi. Voilà, et donc par rapport au Festival d'Avignon, donc ça fait la 2e année qu'on y est. L'année dernière, on a été nominé au prix Tournesol, voilà.
Et bon, déjà, nous, de façon assez naturelle, on vient ici en transport, en transport partagé ou en train, etc. Donc on est toujours dans une réflexion comme ça. Et tous les spectacles qu'on fait, on essaye au maximum de se déplacer de façon en mobilité douce. Voilà. C'est pour ça qu'on a un décor assez minimaliste pour pouvoir le transporter de partout. Voilà. Et donc bon, après sur Avignon, on est aussi au Théâtre de la Porte Saint-Michel qui est aussi dans ces engagements-là. Voilà, et on espère aussi au sein du festival, au-delà de la mobilité, on milite aussi à notre façon pour qu'il y ait une autre vision des déchets. Voilà. Très bien, merci Et beaucoup. notamment, on n'affiche pas. Ouais, très bien. Parce qu'effectivement, l'affichage, on en a parlé dans une précédente Oui. émission, où on se rend compte que c'est un sacré gâchis Voilà. à tout C'est- point de vue c'est pas notre écologique. sujet, mais Est-ce que c'est- tu peux tendre le micro Bien sûr. à Mohamed Ayani, justement Mohamed, toi, tu es ambassadeur Oui, c'est ça. pour AFSC sur les problématiques de mobilité. C'est ça. Et comment tu perçois les théâtres? Est-ce que tu trouves des choses qui fonctionnent, qui sont mieux qu'avant? Ou tu es dans quel positionnement par rapport à ça? Ben, moi, au niveau des théâtres, déjà, j'ai commencé par les rues d'Avignon. Il y a pas mal de travaux à faire, je pense. Avec les travaux qui commencent, ils reviennent 3 mois après ou 4 mois après plus tard. Déjà, ça, c'est une grande problématique pour une personne à mobilité réduite ou une personne âgée ou même une poussette. Ça, c'est une grande problématique. Et après, au niveau des salles de théâtre, t'as pas mal de pièces de théâtre qui ont pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. Exemple, prenons le théâtre Le Palace. C'est une des théâtres qui est archi connue. C'est pas accessible du tout. Ou sinon, on peut monter, on peut rentrer à l'intérieur. Mais pour accéder à la salle, on est obligé de porter la personne. Oui, donc comme on s'en est rendu compte ici aussi, Oui, aussi. c'est une vraie difficulté. Et des messages sont lancés maintenant depuis quand même pas mal d'années. Et on se rend compte que les progrès sont pas vraiment rapides, quoi. Ben, en fait, moi, je trouve que, pas que sur Avignon, mais le Vaucluse, complètement, on est vraiment à la ramasse. Au niveau accessibilité, au niveau de tout. Moi, il y a une année, je suis monté dans le Nord, à Lille. C'est vraiment deux mondes parallèles. Niveau accessibilité, ils sont très ouverts d'esprit. C'est un autre monde. Est-ce que tu penses qu'il faudrait passer par des contraintes? C'est-à-dire que pour le coup, si les gens ne le font pas d'eux-mêmes, est-ce qu'il faut passer par un truc un peu plus radical? Ouais, moi, j'ai pensé à une idée, c'est quand même prendre des personnes de la mairie, des élus, les mettre sur une chaise roulante. Maintenant, allez vous balader dans la ville d'Avignon. Et là, ils vont rentrer bien que c'est vraiment le parcours du combattant. Merci Momo. Que- qu'est- ben, je vous en prie, monsieur, il y a un micro qui doit être, je sais pas où, par là. Est-ce qu'il y a un micro? Voilà, il arrive vers vous. Oui, monsieur. Bonjour, alors merci Momo de ton intervention. Moi je suis très touché par tout ce que j'entends, parce que je connais pas très bien Avignon, mais j'ai l'impression que quand on gratte un peu le vernis, en dessous, ouais, c'est pas simple quoi, en termes d'accessibilité, en termes de tout, et que j'ai vraiment entendu ce que tu disais sur l'île, et je trouve que c'est super intéressant, parce que si c'est si compliqué d'accéder à Avignon, de desservir Avignon, de se promener dans les rues d'Avignon, moi je mets les pieds dans le plat, parce qu'il faut le faire à un moment donné. Parce que ça a très bien marché avec le Paris-Dakar, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas possible de délocaliser, par exemple, le Festival d'Avignon dans une vraie ville, enfin au sens peut-être mieux desservi, ou je sais pas, par exemple Paris ou Marseille ou Lyon, d'autant que la plupart du public est parisien en fait ici, ce qui permettrait également de vraiment mettre en jachère la ville d'Avignon et qu'elle revive un petit peu, quoi. Refaire les routes, refaire les trottoirs, et puis refaire les théâtres, quoi. Et on a pas mal de théâtres dans d'autres villes, voilà. Enfin, c'est une proposition, après ça a marché avec le Dakar, avec le rallye des gazelles, donc merci Sergueï. Mais après, voilà, moi je lance des idées, vous en faites ce que vous voulez, je suis pas... Fabrice, que répondre à la fois à ce qu'a dit Momo et à ce que vient de dire C'est Monsieur. l'idée de Momo. Je vais d'abord répondre à ce qu'a dit Mohamed, parce que je pense que le débat qu'on a là, finalement, le vrai exemple concret, c'est celui qu'on a eu quand tu es arrivé. Et effectivement, nos villes, et je le dis clairement, c'est pas pour exonérer Avignon,
elles ne sont pas adaptées tout simplement parce que les questions, elles ne viennent pas naturellement. Ce qui est important, c'est de conquérir l'espace public. Mais conquérir l'espace public quand il est difficile, effectivement, on a du mal et on a tendance plutôt à rester chez soi ou à aller dans des zones qui sont adaptées. Et du coup, on se dit, en fait, il n'y a pas de difficulté. Ils sont où vos personnes à mobilité réduite? Ils sont chez eux. Et donc, du coup, la réaction, elle n'est pas naturelle. Alors qu'il existe un cadre réglementaire qui s'applique à toutes les structures, les collectivités, les entreprises privées. Le cadre, il existe. Après, vous avez dans les centres-villes des difficultés sur des bâtiments anciens qui ne sont pas adaptables. Et la loi permet des dérogations. Donc ça veut dire qu'on a légalement la possibilité, quand on peut justifier d'un problème technique sur un bâtiment ancien, classé ou pas d'ailleurs, de ne pas faire de travaux d'accessibilité, ou en tout cas réduits ou non complets, ou qui ne s'adressent pas à tous les publics. Et donc il y a cette question-là. Après, on a des rues parfois en mauvais état, ou parfois des travaux en cours qui vont rendre les rues en bon état, parce que ça, je tiens à le dire. Mais les pavés, par exemple, on prend un exemple de la rue Les Teinturiers, Oui. c'est une rue qui est classée. D'accord. C'est-à-dire que quand on a refait la rue, on n'avait pas le droit de le refaire autrement que Pour les avec valises, des pavés. Pour les valises, c'est pas facile. Et c'est la réalité. Là, je le dis, c'est peut-être frustrant. Elle est classée depuis 1924, cette rue. C'est une des premières qui a été classée, de choses qui ont été classées sur notre territoire. C'est-à-dire que quand on refait, on doit refaire l'identique. Et donc, effectivement, les pavés resteront des pavés. Il y a 6 ans, ils ont été refaits, mais ils ont été refaits conformément à un certain nombre de pratiques et de procédures conformes, et que l'architecte des bâtiments de France, qui est un grand Manitou, bon, comme je ne pratique pas la langue de bois, je vais le dire, qui est un vrai conservateur du patrimoine. Conservateur du patrimoine. Et je sépare les deux termes. Ça fait beaucoup de termes l'un et l'autre articulés qui font que ça n'avance pas. Que c'est compliqué. Après, protéger notre patrimoine, le mettre en valeur, c'est une chose qui est extrêmement légitime, et je pense qu'ici personne ne dira le contraire. Mais comment trouver la solution pour rendre adaptable, en particulier nos centres anciens, entre la protection du patrimoine et les mettre en situation d'accessibilité pour tous, je pense qu'on est encore loin. On est encore loin là-dessus. Moi, j'ai vu, des aberrations de trottoirs aménagés pour l'accessibilité, mais quand on arrive au bout du trottoir, on peut monter, mais on ne peut pas tourner. C'est-à-dire, le gars, à un moment donné, il a fait son chantier, très bien, mais en fait, une fois qu'on est arrivé sur le bout du trottoir, on ne peut pas tourner avec un fauteuil. Donc, en fait, il a bossé pour rien, il a fait dépenser l'argent pour rien, il n'a pas réglé le problème de l'accessibilité. Mais tout simplement parce que peut-être l'accessibilité-là n'était pas jouable. Oui, ou parce que souvent, des fois, c'est conçu pas forcément. Avec des personnes qui... avec toutes les contraintes que je viens de dire. Après, sur les éléments que j'ai entendus là, je l'ai pris avec un peu de trait d'humour, parce que je pense que c'était aussi le sens de la délocalisation du festival. D'abord, la majorité du public n'est pas parisien. Et la majorité du public, elle est à la fois, on va dire, sur une grande zone autour de 150 km autour d'Avignon. C'est la majorité du public. Alors Marseille, j'exagère un peu avec Lyon, mais Lyon, Montpellier, toute cette zone-là, c'est la zone première d'attractivité du festival. Donc c'est aussi un festival local, en plus d'être un festival international. Ouais, mais par exemple, Fabrice, quand on se rend compte que si des gens de Montpellier veulent venir voir au festival et que le train repart à 18h36, les spectacles du soir, ça va être compliqué, là. Bien voilà le débat qu'on a et va avoir avec à la fois les régions, parce que c'est elles qui ont cette compétence sur les TER, mais du coup après avec la SNCF, c'est effectivement de se dire que quand on vient si on a envie de passer une journée au festival de Montpellier, si on vient, eh bien en fait venir c'est facile, repartir c'est compliqué, mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est que c'est plus cher de prendre le train sur ce trajet-là que de prendre sa voiture. Et ça, clairement, c'est pas acceptable. Donc, pour nous, c'est un défi, c'est à discuter avec 2 régions, parce que vous avez remarqué que notre territoire, il est à cheval quand même. Avignon, c'est dans le blocus, mais de l'autre côté du Rhône, c'est la région Occitanie, c'est le département du Gard. Donc, il faut discuter avec 2 régions. Il faut discuter avec la SNCF. Avec un peu de chance, il y a 2 structures mobilité différentes selon les régions. Donc voilà, c'est un débat qui va être engagé, puisque dans la charte de l'éco-festival, ce sont tous des éléments qui ont été posés et sur lesquels on s'est engagé à travailler, mais on sait que là-dessus, il nous faut du temps.
C'est pas d'un claquement de doigts qu'on avancera là-dessus. Mais je dis clairement, hein, si vous avez la possibilité de prendre un train pour venir au festival, faites-le. Parce qu'en voiture, il va se produire un truc très simple, c'est que de toute façon, vous ne pourrez pas vous garer. Et que... Faut parler dans le micro, monsieur, parce que là, sinon, on Non, n'aura mais pas... les gens qui ont des 4x4, en général, ils prennent la parole quand ils veulent, vous savez. Habitude. Et voilà, donc il y a des enjeux qui sont réels. Après, une ville de 90 000 habitants avec son agglo, de toute façon, elle n'aura jamais tous les outils pour accueillir 1 million de personnes. Et ça, il faut aussi le dire franchement. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut créer 1 million de places de stationnement ou qu'il faut des dizaines de trains tous les jours qui font des allers-retours, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous devons aussi réfléchir à la façon dont nous vivons le festival et dont nous nous déplaçons dans le festival. Donc c'est-à-dire qu'il y a ceux qui peut-être n'ont pas d'autre solution que la voiture. Selon du coin où ils viennent, moi je peux complètement l'entendre. Et à ce moment-là, il faut du stationnement périphérique par des parkings relais qui pour l'instant ne sont pas assez nombreux, même s'il y en a plus que les années précédentes. Et dans les années qui viennent, normalement, le Grand Avignon, qui n'est pas présent aujourd'hui, en tout cas pas maintenant, il va arriver. Doit mettre en place des parkings relais qui participent à une politique générale aux entrées de ville, pour éviter que les gens rentrent dans la ville, parce que ça c'est absurde de venir jusque-là et de se dire où est-ce que je vais me garer. Si on se gare à l'extérieur et qu'il y a des navettes, on règle un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est des avancées sur lesquelles il faut à tout prix aujourd'hui bosser sérieusement. Alors je parle beaucoup, mais je vais lâcher la parole, il y aura d'autres occasions dans cette matinée. Mais voilà, les enjeux ils sont nombreux. Moi j'invite les gens, on est en pic de pollution. Là, Atmosud en tout cas nous a confirmé qu'on n'est plus en... Hier on était en alerte, aujourd'hui on est en alerte 1. Donc normalement demain, si ça continue, il semblerait que ce soit le cas, on va passer à l'alerte 2 avec gratuité des transports publics, qui a déjà été testé pour la première fois au mois de juin sur notre territoire par rapport à ça. Maintenant, ça veut dire que les gens ils doivent aussi lâcher leur voiture, quoi. Lâchez la voiture, prenez un vélo. Si vous n'êtes pas loin, un peu de marche à pied, montez dans les bus, quoi. C'est ça la stratégie. Merci. Il y a apparemment une question là dans le public. Oui, c'était juste pour intervenir par rapport à la mobilité inclusive, parce que je trouve qu'il faudrait vraiment mettre l'accent dessus. Si on travaille sur la mobilité, quand on travaille sur la mobilité inclusive, eh bien vraiment, c'est là, à mon avis, où est la clé de tout, parce qu'on peut parler de situations de handicap, il y en a des centaines. On peut parler aussi de la mobilité des seniors, celle des enfants, et quand on travaille sur la mobilité inclusive, effectivement, eh bien, ça permet à tous de se déplacer, à tous d'être libres, en fait. Donc vraiment, je pense que c'est un axe de voir la mobilité, de la voir vraiment dans le prisme de la mobilité inclusive pour son développement. Tout ce que je voulais dire. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Et juste pour la délocalisation, c'est vrai que c'est d'actualité, mais c'est vrai qu'aussi l'actualité, c'est un peu local. Il y a une autre question peut-être dans le public. Donc le micro. C'est le micro, merci. Moi, je connais bien Avignon et en fait, j'apprécie beaucoup le parking des Italiens qui est plein. Mais ma question, il n'y aurait pas quelque chose de simple à faire, un peu comme votre distributeur de légumes, avec un covoiturage basé aux Italiens? Parce qu'il y a plein de gens qui viennent du Nord, Orange, Carpentras, etc. Ah oui, c'est ça le Nord pour vous, c'est Orange non, et Carpentras. Non, mais Lyon, Paris. Mais je veux dire, le truc, c'est basé au départ des Italiens, un système de covoiturage. Moi, j'habite la Drôme, je sais quand je rentre. J'ai une place, je pourrais en avoir 3. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui font des va-et-vient entre Avignon et des villes proches. Et un système de covoiturage basé sur les parkings périphériques, ça pourrait être très bien. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'en fait l'expérience elle est déjà tentée. Parking des Allées de Loulin, parking Pio. Et pour le parking des Italiens, l'expérience a déjà été menée. La difficulté, c'est que les places réservées, en fait, n'étaient pas utilisées parce que les gens ne le pratiquaient pas, ou très peu. Ça veut dire que la question du covoiturage, qui est une vraie question, elle se heurte aussi aux pratiques quotidiennes des gens qui ont le sentiment qu'ils vont manquer de liberté.
C'est-à-dire, si finalement ce soir, si j'ai envie d'aller faire des courses ou si j'ai envie d'aller voir un truc, je peux pas parce que j'ai rendez-vous, parce qu'il faut que je récupère des gens. Et c'est dommage. Donc, on a eu le même phénomène, par exemple, dans des entreprises où on a tenté avec l'appui d'entreprises qui avaient envie de le faire, les collectivités, elles ont soutenu ces entreprises pour développer le covoiturage au sein de l'entreprise, ce qui semble tout à fait logique. Ça a très peu marché. Donc, on est pris entre ce qui semble pertinent et la réalité, la pratique, elle est différente. J'ai le gamin à aller chercher le soir ou à l'amener à son cours de judo. J'ai des courses à faire. J'avais prévu d'aller boire un verre avec Bidule. Et du coup, le système, il marche une fois, deux fois, trois fois. Puis, à un moment donné, on ne le pratique plus. Et ça nous interroge sur nos propres pratiques. Et non pas notre rapport à la voiture, mais notre rapport à l'autre. Et donc, je pense qu'on a du boulot. Avant de développer ça, on a du boulot. Alors, il y a peut-être des territoires qui se prêtent plus à du système de tir, sans faire de pub, à Blacard, parce que c'est des haltes. Et donc ça, nous, on a des endroits où il y a des haltes pour les gens qui ont ce type de pratique, mais c'est des haltes, c'est plus du stationnement, puisqu'il ne sert pas trop, nous, le stationnement. Mais sur les haltes, oui, sur les passages, les gens qui vont chercher quelqu'un et qui partent, ils ont des rendez-vous, donc ça, c'est réglé. Ça peut marcher. Après, le reste, malheureusement, lier ça au stationnement, on a remarqué que ce n'était pas si efficace que ça. Et c'est dommage. Justement, Mathieu, est-ce qu'il y a des possibilités pour donc les gens qui débarquent sur Avignon, qui savent pas, qui ont envie de faire une mobilité douce, est-ce qu'ils peuvent venir à Roulons à vélo, adhérer et récupérer un vélo assez facilement, comme ça, en débarquant au dernier moment? Le problème, c'est qu'on a beaucoup de compagnies qui se sont au bouche à oreille, qui se sont donné le mot et qui déjà viennent début juillet récupérer la quasi-totalité des vélos. Donc on s'est retrouvé trop de succès. Oui. Mais c'est à réfléchir pour l'année prochaine. Je pense déjà mettre en place quelque chose pour les compagnies. Parce qu'ils se déplacent quand même pas mal en vélo. Ils habitent à l'extérieur des remparts. Et je ne sais pas. Mais je pense qu'on va y réfléchir l'année prochaine à travailler à l'Avignon Festival Compagnie là-dessus. Au moins pour mettre à disposition un parc de vélos déjà pour les compagnies, pour qu'après il nous en reste pour les festivaliers. Ou avoir, je sais pas, quelque chose dans le programme. Sans pour autant faire de la location, parce que c'est pas notre but. Bonjour. Voilà. Bonjour, je me permets, il y a un silence d'intervenir. Bonjour, je voudrais intervenir sur les vélos. Alors déjà, on ne s'est pas présenté, donc Bruno et Sergueï, on est des youtubeurs, des journalistes, des blogueurs, des influenceurs. Voilà, ça se voit. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent. Et voilà. Moi, je serais pour plutôt interdire les vélos à Avignon. Je vous explique. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'ils ont remplacé les voitures. Je m'explique. Ils vont à une vitesse hallucinante. Et ils n'ont pas compris que la route appartient aussi aux gens, aux piétons. Et ils foncent, mais j'ai vraiment l'impression que même les voitures, même les 4x4, même toutes les grosses voitures, sont beaucoup plus prudents sur la route que les vélos. Eux, ils s'en foutent. Alors ils klaxonnent, poussez-vous. Ils ont oublié qu'il y avait peut-être un frein en fait pour freiner ou s'arrêter ou voilà. Et voilà, faut vraiment qu'ils se calment, sinon. Et je suis sûr que je suis pas le seul à le penser, sinon ça va mal finir Donc les vélos, s'ils m'entendent, calmez-vous. Donc, ok. Excusez-moi, mais votre spectacle, il est à quelle heure aujourd'hui? Vous êtes dans le off? Vous faites un spectacle? Non, il n'y a pas de spectacle. Oui, Bruno, vas-y. On a un blog qui s'appelle Efil, parce qu'en fait, ça, c'est life à l'envers. Et on voulait faire un truc plus francophone. Et voilà, efil.fr. Donc si vous voulez regarder notre blog, il y a tout. Ça parle aussi bien de cuisine que de déco, que de mobilité, que d'environnement, que de théâtre, que de cinéma. Ok, merci. J'aimerais que vous répondiez. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? En partie d'accord. Oui, le problème du vélo en ville et des gens qui se plaignent parce que les vélos roulent trop vite, ça on l'a toute l'année. Voilà. Mais après on répond, c'est comme les automobilistes, il y en a qui sont censés, il y en a d'autres qui font n'importe quoi, donc on ne peut pas régler trop le problème. Après, je pense que le vélo, ceux qui se servent beaucoup du vélo, c'est plutôt pour venir à l'intramuros. Et après, ils laissent le vélo, je pense surtout aux compagnies ou quoi, ils arrivent dans leur théâtre, ils posent le vélo. Mais parce que oui, il y a aussi ce truc des compagnies, beaucoup de compagnies qui se déplacent à vélo, mais peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas très bien payés, donc ils tirent un peu la langue, donc ils sont obligés d'être logés hors rempart. Nous, on a un appart place des Carmes, bon, ça va, c'était 3000 balles le mois, c'était correct.
Mais si jamais il y a beaucoup de compagnies, on sait que les gens du théâtre tirent un peu la langue, parce que c'est pas un métier facile que vous faites, et peut-être que si gagner un peu plus de sous, on pourra avoir toutes les compagnies intramuros, et donc on se promènerait à pied, et il y aurait quelque chose qui marcherait mieux à ce niveau-là. Il y aura peut-être moins de vélos aussi. Alors, si on enchaîne sur la question de l'immobilier, on n'est pas sorti. Non, mais ils n'ont pas forcément envie non plus d'habiter intramuros pour avoir vu des compagnies qui logeaient extramuros. Justement, ils nous disent au moins c'est au calme, on peut se reposer quand on a terminé, etc. Donc je ne pense pas que ça soit forcément, qu'ils cherchent forcément de l'intramuros. Mais c'est vrai qu'après Avignon, ne serait-ce que pour venir jusqu'au rempart, c'est quand même assez pratique de venir en vélo. Oui, alors justement, Colline, Oui. je voulais te passer la parole par rapport à cette question qui est une question finalement d'éducation. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'aimerais rappeler juste un point. Je pense que oui, on est vraiment sur la base de pourquoi on en vient, pourquoi on pourrait basculer au tout vélo ou à toute autre mobilité douce plutôt qu'au tout automobile. C'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a vraiment une notion de volonté de faire autrement et de fonctionner autrement dans le monde, quoi. Et voilà. Et moi, c'est pas une question de moyens de pas venir en voiture à Avignon. C'est vraiment une question d'éthique, en fait. C'est des engagements personnels et puis global, parce qu'à un moment donné, on va plus avoir le choix, quoi. Donc, comment ? Oui, c'est bien. Enfin, ou pas. Très bien. Mais voilà, donc sur la question de la mobilité, notamment, nous, on n'est pas du tout intramuros. Bon, voilà, après ça, c'est d'autres questions sur le prix des loyers, le prix des théâtres. Voilà, on est sur d'autres sujets là encore. Mais là, c'est le sujet aussi, c'est d'aller pouvoir faire autrement et de se reposer un peu aussi, quoi. Voilà, donc vraiment, je trouve vraiment ça très important. On doit vraiment faire des actions et de l'insensibilisation et dès le plus jeune âge. Parce que démontrer au fur et à mesure que penser autrement nos modes de déplacement, penser notre mode, c'est comme penser autrement la façon de manger, de tout. Enfin, tout va ensemble. Et les modes de déplacement vont avec. La voiture ne peut plus être une finalité. C'est pas une question de comme être féministe ou être écologique à 400%. C'est juste on va plus avoir le choix, quoi. Voilà. Donc comment faire pour qu'il y ait d'autres modes de déplacement ? Comment penser autrement déjà dans nos tronches et à nos gamins aussi ? Comment leur faire comprendre qu'il faut qu'on fonctionne différemment ? On ne peut plus être seul dans nos bagnoles, qu'elles soient grosses, 4x4 ou petites, on s'en fout. Mais voilà, nous, on milite beaucoup pour ça parce qu'on fait de l'action culturelle, mais aussi personnellement, on est vraiment engagé sur ces sujets-là, quoi. Patrice, merci. Patrice, qu'est-ce qu'on pourrait innovons comment Non, là, moi, ce que je ressens à titre personnel, c'est qu'il y a peut-être deux pistes qui sont en train d'émerger là, par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est déjà à nouveau la question de la pédagogie, mais ça qu'on peut transposer dans d'autres domaines, hein, c'est pas seulement celui-là. Et après, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, la question de la co-conception, parce que ça, on rencontre cette problématique-là dans l'entreprise, c'est-à-dire depuis des années, on est dans un monde très verticalisé, il n'y a pas de décloisonnement, et donc peut-être en amont de mettre tout ça, et je pense qu'ici il y a des forces vives, des gens qui ont envie de faire des choses, d'organiser en amont des ateliers, nous on appelle ça du design thinking. En fait, on réunit les gens autour d'une table et puis on discute, on essaye de prévoir. Et donc sur la question effectivement du prochain festival 2020, peut-être on peut se réunir, déjà les services, la collectivité, les compagnies, les associations, et essayer ensemble de voir ce qui est possible ou pas. Mais déjà, on va faire avancer le schmilblick parce que le fait qu'on en parle, déjà, ça fait avancer le schmilblick. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. Alors, c'est en fait ce qu'on engage dans le cadre de l'éco-festival, c'est ce qu'on fait. C'est on réunit des partenaires et on se voit sur des tas de sujets, alors spécifiques au festival. Mais après, toute l'année, on se voit avec d'autres partenaires. On a Roulons à vélo qui est un partenaire naturel sur notre territoire. Qui a des choses à nous dire, parfois critiques, parfois de soutien, sur les actions qui sont menées. Par exemple, sur des projets d'aménagement, moi, je tiens à ce que régulièrement, on fasse des visites ouvertes à la fois aux associations et aux habitants de terrain. C'est-à-dire le technicien et l'élu, on prend les vélos tous ensemble et on va faire un circuit en disant quel type d'aménagement. Alors du coup, c'est un échange qu'on a. Donc il y a des revendications et des questions posées. Parfois, il y a des contraintes techniques qu'il faut expliquer, parce que le rôle d'un technicien, c'est de dire pourquoi ça, c'est pas possible comme ça, mais peut-être autrement. Et puis, il y a des questions qui nous éveillent, qui sont posées par les usagers
ce qu'on appelle parfois l'expertise d'usage, qui nous permet d'éviter parfois certaines erreurs. Ça nous évitera d'y revenir. Comme un fauteuil, comme un fauteuil aussi. Mais exactement. Après, moi, je parle sur mon champ de compétences. Moi, je tiens à ce qu'on en fasse. On a fait sur le Tour des Remparts bord du Rhône, on a fait sur un axe qui est l'axe Rempart-Rocade à proximité de l'avenue Pierre-Sémar, puisque sur l'avenue Pierre-Sémar, il y avait une piste cyclable qui va disparaître à cause d'un aménagement transport public. Et donc, il nous faut trouver à compenser effectivement cet aménagement par un autre, une proposition sécurisée pour les usagers du vélo, puisque notre stratégie, c'est le développement du vélo, et c'est ce qu'on a fait, et ce qu'on continue à faire tous les jours dans la ville par des aménagements. Ceux qui fréquentent Avignon pendant le festival depuis plusieurs années ont pu voir les évolutions, du stationnement qui s'est généralisé pour les vélos. Alors je sais qu'il en manque encore pendant le festival, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus en rajouter. Il y en a 350 stationnements nouveaux qui ont été mis en 2019 dans le centre-ville et 150 à l'extérieur pour permettre de stationner les vélos, de pouvoir les réparer aussi. Vous avez déjà commencé à repérer à certains endroits ce qu'on appelle les bornes de réparation qui ont été mis en place, et puis de nouveaux aménagements au bord des remparts, le pont d'Aladier, le pont du Royaume, et demain d'autres, le chemin des canaux pour ceux qui le connaissent, qui traverse quasiment la ville de part en part, et des projets à venir pour l'année prochaine qui sont l'avenue Montclar avec une voie verte bidirectionnelle, donc séparée de la circulation. On espère pouvoir l'avoir en 2020, il y a des contraintes techniques là aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Et sur d'autres endroits, il y a des aménagements comme ça qui sont prévus. C'est une vraie stratégie de fond pour proposer aux Avignonnais au quotidien, finalement, de passer de la voiture au vélo, et pour les festivaliers, de profiter de ces aménagements pour les utiliser, et pas seulement ceux qui n'ont pas les moyens, parce que je pense que le vélo est fait pour tout le monde, mais il est fait aussi en particulier pour ceux qui n'ont pas les moyens, et ceux à qui on force d'avoir une voiture, alors que peut-être ils pourraient faire un peu d'économie. Il y a aussi une stratégie sociale à ce niveau-là. J'avais juste une petite question. Est-ce qu'en 2020, vous aurez une rampe d'accès pour la Seine? Parce que le Palace, apparemment, ils en auront une. Ça, c'est plus pour Momo. Enfin, c'est pour vous. Ça, après, ça va être une discussion très serrée avec la mairie. Là, pour le coup, ici, c'est avec Avignon Festival et compagnie qui encadre le off. Et on va effectivement en discuter très sérieusement, bien sûr. Est-ce que vous seriez prêt, ici, aujourd'hui, devant nous, à vous engager solennellement qu'il y aura une planche de bois l'an prochain qui permettra, avant que la voie verte et tous les travaux soient ouverts, qui permettra à Momo de grimper sur la scène avec son petit fauteuil et d'autres, et que tous les gens qui voudront grimper, même à vélo sur scène, pourront le faire parce qu'il y aura une petite planche de bois qui aura été posée. Est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas ici là, de responsable d'Avignon Festival et compagnie. S'il y en a un qui nous entend, qui vienne immédiatement. J'ai vu passer Pierre Béfette tout à l'heure, qui est le président. Donc on va... allons, moi, je vais peut-être aller le chercher, en fait. Oui, peut-être que quelqu'un va venir avec moi. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Si vous chopez quelqu'un d'AFSC, Pierre Béfette. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole pour terminer ce premier plateau à Mohamed. Avec tout ce que tu as entendu et tout ce que tu vis au quotidien, qu'est-ce que tu as envie de dire qui serait une parole forte que tu auras envie qu'il reste sur l'évolution à avoir? Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, comme moi, j'ai grandi sur Avignon dans les murs, j'ai déjà remarqué qu'il y a déjà eu des progrès qui ont été faits. Et je pense qu'il faut toujours continuer dans la lancée. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc d'un point de vue concret, là, on va faire un changement de plateau. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à chacun de descendre du plateau. Il va y avoir un reportage qui va passer sur les écrans. Et donc on refera un deuxième plateau avec Monsieur Bellegarde du Grand Avignon, que je vois qui est arrivé. Et puis avec Yapado Yapadam qui vont commencer ce deuxième plateau en jouant une chanson de leur spectacle. Et on pourra enchaîner. Je suis venu en voiture. Et alors, vous êtes garé comment pour rentrer dans Avignon après ? Déjà, je connais un peu Avignon, donc je sais qu'il y a des parkings. J'ai eu une chance énorme qu'il reste un peu de la place. On peut améliorer. Mais bon, il faut avoir un juste milieu. C'est-à-dire que l'amélioration ne doit pas être au détriment aussi de l'événement, qui est une institution. Vous avez eu des problèmes pour vous garer ? Non, on est allé au parking des Italiens. D'accord. Et vous avez trouvé facilement ? Oui.
Oui, oui. Et après, pour venir au centre, En bus. avec la navette. La navette D'accord. dédiée pour le... Et est-ce que vous trouvez que c'est pratique? C'est très pratique, oui, c'est très pratique. Toutes les années, on utilise la navette. Après, par contre, c'est un peu dommage au niveau des parkings payants, qu'il n'y ait pas vraiment des forfaits pour la journée ou à des prix assez abordables. Ça, c'est vraiment un gros problème pour stationner. Ouais. Mais bon, il a fallu que je recharge le rodateur. C'est pas pratique et les prix que j'ai pu consulter sur Internet où il y avait un forfait pendant le festival qui était, je crois, de 6 € sur ce parking. Là, non. Là, j'ai remis 6 € pour être jusqu'à 18 h. Voilà, donc sur les rodateurs, il n'y a pas de forfait où on pourrait dire spécial festival à 6 € comme indiqué sur les sites. Bon, la question des transports et de la mobilité dans le cadre du Festival d'Avignon, on le sait, c'est un sujet un peu épineux. Et on a cherché un peu tous les moyens entre les navettes, les bus, les parkings, les vélos, les trottinettes. Et finalement, peut-être qu'on a trouvé le moyen de transport le plus écologique du festival. C'est le manège de la place de l'Horloge. Bon, en même temps, on pourrait toujours dire qu'on tourne un peu en rond. Mais est-ce que c'est pas en fait ce qui est en train de se passer dans notre société ? Bon bah il est un peu fatigué, mais il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? On joue au Théâtre des Barriques à 11h40, un spectacle jeune public qui s'appelle Y'a pas d'eau, y'a pas d'âme. Oui, c'est un spectacle sur l'environnement, l'écologie et d'autres sujets. Et on a une chanson sur la sandale. La sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousue quand la bise fut venue. Mais je vous dis que la sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousue quand la bise fut venue. Les petits pieds qu'il avait occupés, prenant froid son été déchaussé, près d'une décharge la sandale les laissait, déprimait en silence d'être ainsi maltraité. C'est proprement scandaleux, on se fait marcher sur les pieds. Mon été était heureux, ayant foulé tant de chaussées. Le chausson à ce casse-pied prend le sien me surpasser. Je vais finir par m'enlacer, là c'en est trop. La révolution va marcher, elle va marcher, elle va marcher. La sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousue quand la bise fut venue. Mais je vous dis que la sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousue quand la bise fut venue. Sa tante l'espadrille lui murmurait tout bas: Nous ne sommes que des guenilles, grignotées par les rats. Fini le bon temps chaud, on ne fera pas de vieux os. Fini tous ces beaux jours, le froid chose de velours. Triste déclin de la sandale qui ayant marché tout l'été se retrouve seule et le teint pâle attend qu'un brave type vienne la sauver, vienne la sauver, vienne l'adopter. La sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousue quand la bise fut venue. Mais je vous dis que la sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousue quand la bise fut venue. La semelle abîmée, les lanières déchiquetées, sa fière allure d'antan s'était cancérisée. Mais je ne comprends pas, personne ne veut de moi. On m'avait parlé d'un monde écolo et me voici à présent dans le caniveau. On peut me recycler, je peux encore servir dans les maisonnées. Laissez-moi une dernière chance. Je ne suis pas qu'une histoire de vacances, enfin j'espère. Malheureusement pour elle, jadis si belle, le chausson est né, semant la zizanie. La sandale démodée s'est éteinte dans une poubelle. Le temps ne fait pas de cadeaux à ses vieux amis. Hey, 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 hey.
sandales ayant marché tout l'été se trouva fort décousu quand la bise fut venue. Mais je vous dis que la sandale ayant marché tout l'été se trouva fort décousu quand la bise fut venue. Moralité, marchons pieds nus. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver d'autres chansons de notre duo qui s'appelle Le Caribou Volant sur lecaribouvolant.com. Et c'était donc notre chanson Mobilité. Alors la carte interactive, c'est une idée qu'on a eue avec Avignon Festival et compagnie il y a 2 ans. On a réuni tous les réseaux de bus. Donc, ça a commencé comme ça en fait avec toutes les problématiques autour des transports, puisque la mobilité, c'est vraiment une question primordiale pour le déplacement des festivaliers. Et puis ensuite, ça s'est développé aux hébergements, qui est le deuxième gros point noir pour venir au Festival Off d'Avignon. En fait, le but, c'était de créer un outil qui concatène un certain nombre de données. Donc voilà, les transports et les hébergements, mais aussi des données concernant notamment l'éco-festival, sur voilà, les containers de tri par exemple. On a agrégé aussi toutes les infos qui concernent les festivals partenaires, dont les festivals du COFIS, voilà, les parkings, gros point noir ici aussi. AFC est vraiment maintenant un acteur vraiment du territoire, puisque cet outil va être pérennisé toute l'année. Là, il avait été développé sur Google Maps l'année dernière. On est tout passé en open source sur OpenStreetMap. On va par exemple à la rentrée mettre tous les horaires du tram pour que ce soit vraiment un outil qui vive toute l'année et que les Avignonnais puissent s'approprier. Donc Greg de Roulons à vélo, Fabrice Martinez-Tocabins, toujours élu à l'environnement à la ville d'Avignon, Daniel Bellegarde, élu au transport au Grand Avignon, et donc nos amis de Caribou Volant, qui présentent Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'âme, et donc qui en tant que compagnie ont aussi des choses à dire puisqu'on est dans le cadre du Festival d'Avignon. On va donner la parole pour commencer à Monsieur Bellegarde. En tant qu'élu au Grand Avignon, les problématiques de transport auxquelles vous êtes confrontés et qui sont de votre compétence, est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots là où vous intervenez de façon concrète? Ça marche là? Oui, très bien. Bon, bonjour à tous. Voilà, donc je suis vice-président, effectivement, délégué au transport au Grand Avignon. Alors, les compétences du Grand Avignon s'intéressent au transport urbain, c'est-à-dire tout ce qui relève des problématiques de bus, voilà, enfin, ce qu'on appellera un peu le transport de masse. Voilà. Disons les grandes lignes des transports urbains. Et d'autre part, le Grand Avignon aussi a mis en place ce qu'on appelle un plan de déplacement urbain, qui est un document obligatoire dans toutes les communautés d'agglomération. Ce plan de déplacement urbain, bien sûr, prévoit en liaison avec toutes les communes de l'agglomération, un certain nombre d'actions, il y a 51 fiches, je ne vous les détaillerai pas, notamment, bon, parmi les plus, puisque j'ai entendu parler de vélo, un certain nombre d'actions en faveur du vélo, toujours en collaboration avec les communes, puisque les déplacements urbains sur toute l'agglo dépendent aussi des voiries, et les voiries sont toujours sous compétence des communes. Donc les pouvoirs de police et le pouvoir d'aménagement des voiries sont sous compétence des communes. Donc le Grand Avignon, par exemple, en termes de vélo, participe par des fonds de concours et appuie les projets qui sont proposés par les communes avec les moyens qui sont définis dans le cadre de ce plan de déplacement urbain. Voilà, donc ça c'est le deuxième volet, le plan de déplacement urbain, mais dans ce qui est ma compétence très personnelle, si vous voulez, c'est simplement les transports urbains. Donc aujourd'hui, le développement du tramway, le développement des bus à haute fréquence qui vont arriver d'ici la fin d'année et l'aménagement du réseau de transport bus qui évolue au fur et à mesure de cette infrastructure principale, à la fois en fonction des besoins des communes, tels qu'ils peuvent être pris en compte, et à la fois aussi en fonction de l'évolution de ce réseau. On est amené progressivement à redéployer le réseau différemment. Voilà. En gros, c'est le panel qu'on couvre en termes de transport urbain. Donc ensuite,
Dans ce chapitre-là également sont développés, j'ai entendu parler tout à l'heure de parking relais, ça fait partie à la fois des thématiques du plan de déplacement urbain, des thématiques de transport urbain aussi, puisque en fait, ces parkings se trouvent en bout de chaîne de nos transports principaux. Voilà, donc tout ça relève de cette compétence de l'agglomération. Qu'est-ce que vous appelez les bus haute fréquence? Alors, les bus haute fréquence, si vous voulez, je dirais que c'est un intermédiaire, si vous voulez, aujourd'hui, entre les bus que vous avez classiques et ce qui s'appelle un BHNS, c'est-à-dire un bus qui circule, un BHNS, il circule en totalité sur son parcours, sur ce qu'on appelle un site propre, c'est-à-dire un site dédié où il est le seul à circuler, où il a toutes les priorités. Ici, on a pris en compte des bus haute fréquence qui est en fait un intermédiaire, puisque les 2 lignes de bus haute fréquence qui vont être aménagées, qui sont en cours d'aménagement et qui vont se terminer là, d'ici l'automne, ces 2 lignes-là sont partiellement aménagées en site propre, c'est-à-dire elles sont aménagées en site propre dans toutes les zones de difficulté de circulation qui sont reconnues aujourd'hui. Voilà. Il est possible que ces aménagements d'aujourd'hui évoluent aussi dans le temps. Rien n'est impossible de les rendre en site propre, si besoin était, à moyen terme, je veux dire. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que ces bus-là, par rapport aux autres bus, sont des bus qui vont être cadencés, c'est-à-dire qu'on aura une fréquence, par exemple, de 10-12 minutes entre chaque départ sur une station. Voilà. C'est ce qui permet, et c'est le fait que ces bus, justement, roulent en partie sur site propre dans les zones difficiles de circulation, et d'autre part, parce qu'ils ont des priorités, bien sûr, à tous les croisements, à toutes les intersections avec les autres trafics routiers. Voilà. Donc c'est ce qui permet d'avoir une efficacité de ces transports, et d'autre part, ces transports ont une capacité plus grande aussi, puisqu'il sera mis sur ces lignes des bus articulés, qui sont de 18 mètres de longueur, qui ont une capacité qui doit être 100-120 places, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ces lignes-là vont en fait remplacer aujourd'hui ce que nous appelons dans nos transports classiques de bus, les lignes 2 et 3. Il y en a une qui va faire Agroparc Saint-Lazare et une qui va faire le Pontet centre commercial Avignon-Nord jusqu'à l'hôpital. Voilà. Et toutes ces lignes vont se croiser ici autour des remparts. Voilà. Avec le tram, évidemment, qui va se rejoindre. D'accord. Voilà. Fabrice, par rapport à ces questions de comment vous vous complétez dans vos compétences à vous avec le Grand Avignon par rapport à ce qui vient d'être évoqué par M. Bellegarde? Alors, il y a un petit moment de réflexion de ma part pour savoir comment j'introduis cette question-là. Effectivement, les transports publics sont une compétence du Grand Avignon. Donc c'est eux, comme l'a expliqué M. Bellegarde, qui déploient les stratégies tram, bus, chronobus, parce qu'on n'est pas sur du BHNS, monsieur le vice-président vient de le dire. Nous, on est, en tant que commune éminemment concernée par ces enjeux, on est là pour discuter, expliquer, parfois revendiquer, ce qui est normal, des enjeux, des questionnements, en espérant être entendus sur ce type d'aménagement. Donc nous, en termes de transport, à part essayer d'éclairer le Grand Avignon sur ce qui nous semble important, voire essentiel sur notre territoire, on n'a pas la compétence. Donc voilà un peu la répartition, pour être clair, entre la ville et l'agglomération. Maintenant, sur les enjeux de mobilité, comme il a été dit dans le cadre du plan de déplacement urbain, nous, on a revendiqué fortement, et ça a été entendu par le Grand Avignon, le déploiement de ces parkings relais qui sont essentiels à la stratégie à la fois des bus à haute fréquence et du tram. Et ces parkings, comme dans toutes les villes qui ont ces stratégies, sont en périphérie. Parce que la stratégie, c'est de retenir les flots de circulation en amont pour éviter qu'ils se répandent dans les villes. Donc on est en attente, il faut encore du temps pour ce déploiement. J'ai vu des travaux, mais je ne sais pas s'ils sont liés à ça du côté du pont de Rognona
côté Bougeronne, mais je ne sais pas si c'est ça, parce que je sais qu'il y a un parking relais qui est prévu là-bas, mais j'ai pas d'infos, mais j'ai vu un chantier. Alors j'ai croisé les doigts en me disant c'est peut-être ça, et c'est peut-être le premier qui va surgir, et on en serait éminemment satisfait. Et donc ces parkings utiles au quotidien, parce que ces infrastructures, elles sont liées à nos déplacements quotidiens sur notre territoire, mais elles doivent servir effectivement à une stratégie aussi pendant le festival. On le sait, hein, c'est très compliqué d'accueillir autant de personnes qui viennent en particulier en voiture. On a entendu tout à l'heure le reportage où effectivement certains avaient bien pointé les parkings où vous pouvez stationner et de rappeler qu'on possède en centre-ville et proximité centre-ville 10 000 places de stationnement, dont plus de 3 000 sont gratuites avec navette. Et je pense qu'il faut le dire, le répéter. Alors, en centre-ville, il n'y aura jamais plus que ça, hein. Il faut arrêter aussi de dire aux gens qu'un jour, on pourrait avoir 15 ou 20 000, ça n'existe pas, parce qu'elles ne seraient pas utilisées le reste de l'année. Et donc, on a besoin de ces parkings relais en amont, vraiment pour retenir les flots de circulation et permettre aux gens de venir en navette. Après, la ville, qu'est-ce qu'elle mène comme action ? Elle mène des actions d'apaisement, par exemple, de la circulation automobile, par des choix, par exemple, de privilégier sur telle ou telle voirie du vélo. Donc des voies en site propre, par exemple. Ce sera un projet sur l'avenue Montclar que nous avons, qui est effectivement de privilégier une voie douce et donc de prendre de la place à la voiture sur cette zone-là. On a l'exemple centre-ville, on le vit pendant le festival. Le choix qui a été fait il y a maintenant 4 ans, c'était de boucler la ville à midi pour empêcher les voitures, sauf les riverains, et quelques professionnels, urgences et autres médecins, infirmières, etc., de pénétrer dans le centre-ville en journée, parce que de toute façon, ce n'est pas gérable. On a entendu des critiques sur certains cyclistes qui font n'importe quoi, mais des voitures au milieu de dizaines de milliers de piétons, c'est totalement impossible. Donc la logique d'apaisement, c'est celle que la ville a entamée, c'est cette stratégie-là. Et une autre stratégie, par exemple, c'est de rompre avec les logiques de flux de voitures. En centre-ville, en dehors du festival, qui est une parenthèse, on a, par exemple, au mois de juin, 50 000 véhicules au jour qui rentrent dans le cœur de ville ancien d'Avignon, dont un tiers ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'ils transitent seulement par le centre-ville. À partir du 5 août prochain, donc dans quelques jours, là, un nouveau plan de circulation va entrer en œuvre à Avignon. Ce nouveau plan de circulation, il va clairement empêcher le transit. Donc permettre aux riverains de rentrer chez eux sans aucun souci. Il y a plein de portes, donc il y a des solutions qui ont été trouvées pour tout le monde. Et ceux qui ont une course à faire spéciale et qui ne peuvent pas venir autrement qu'en voiture, et pourquoi pas, il y a des cas, hein, il n'y a pas de souci, devront rentrer par une porte précise pour se rendre dans le quartier concerné. Et donc ça, c'est vraiment un vrai changement dans nos pratiques au centre-ville qui est à la main de la ville. Très bien. Greg, roulant à vélo, est-ce qu'il y a des instances dans lesquelles vous pouvez rencontrer à la fois le Grand Avignon, la ville d'Avignon, tous les décideurs, et dans laquelle vous pouvez faire valoir votre expertise, votre connaissance du terrain et tout ce que vous avez envie de faire valoir en termes de développement de mobilité douce et de vélo? Avec la ville d'Avignon, il y a une commission mobilité sécurité routière qui se réunit tous les mois, je crois. Un peu moins. Et donc, Roulons à vélo fait partie de cette commission et on peut donner notre point de vue sur tous les aménagements cyclables qui sont présentés dans cette commission. On peut donner notre avis, puis aussi on peut communiquer auprès de nos adhérents, parce que finalement, c'est dans ces réunions-là qu'on peut connaître les projets de la ville sur plusieurs années. Et c'est un lien qui est vraiment intéressant avec la ville d'Avignon. Je pense là, en fait, pendant des années, on a vraiment eu très peu de contact avec la ville. Et cette commission-là, ça nous a fait rentrer un peu dans le... comment on dit ? Ça nous fait rentrer dans la médiation. Ça nous fait rentrer dans la médiation. Et avec le Grand Avignon, on a un peu plus de mal. Je suis désolé, prenez pas ça personnellement. Mais on a peu de contact avec le Grand Avignon. Concernant le projet du tramway, je vais faire très court, mais en gros, il y a eu un courrier qui a été fait et qui est co-signé par Roulons à vélo, les motards en colère et l'association Bien Vivre à Saint-Ruf, parce qu'on n'a pas réussi à faire autrement que de faire un courrier revendicatif, en fait. Est-ce que c'était une lettre ouverte ? C'était une lettre ouverte.
D'accord. Et alors? On attend la réponse. C'était quand? Voilà, c'était il y a un mois, quelque chose comme ça. Et on a demandé aussi une réunion, voilà, avec le Grand Avignon. Mais c'est pas vous personnellement. Enfin, non, mais je vais préciser quelque chose. Il y a eu effectivement, alors je n'ai plus en tête les dates, mais ça devait être courant mai, une réunion, parce que quand vous dites qu'il y a peu de contact avec Grand Avignon, vous êtes quand même invité toutes les associations dans le cadre du comité de pilotage et du comité de concertation du plan de déplacement urbain. Et en particulier, il y a donc tous les usagers et toutes les associations qui sont représentés. Et il y a eu vos responsables qui sont venus. Il y a d'ailleurs eu une deuxième réunion qui a été commandée parce que la première avait été tellement longue sur les discussions qu'on a fait une deuxième réunion. À cette deuxième réunion, on avait demandé à vos responsables, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait parce que je n'ai pas d'écho depuis, on avait demandé à vos responsables de nous fixer une date plus spécifique de réunion, on devait aller sur les aménagements, etc. Voilà. Donc moi, personnellement, je n'ai pas vu le retour. Mais peut-être que c'est arrivé dans nos services, je vais le vérifier. Voilà. Donc pour vous dire que malgré tout, le Grand Avignon se soucie de la parole que vous portez. Voilà. Simplement, nous avons aussi une grande responsabilité d'aménagement d'infrastructures auxquelles nous sommes soumis aussi à des règles. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, et c'est toutes ces discussions que nous voulions avoir avec vos responsables. C'était peut-être un peu maladroit de ma part de le dire comme ça, mais c'est qu'en fait, nous, on a trouvé que c'était un peu tard, que finalement, c'était plus des réunions de débriefing que des réunions de construction d'un projet, quoi. Moi, si je peux juste... En fait, je trouve ça magnifique ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que je suis arrivé tout à l'heure avec des préjugés, avec ma méconnaissance aussi du coin, des cultures et des coutumes locales. Et là, ce que je suis en train de voir, j'ai vraiment l'impression, enfin c'est plus un témoignage, quand je vous vois tous les trois main dans la main en train d'avancer ensemble, de fixer des échéanciers et des rétro-plannings, et sans parler de votre chanson qui était magnifique, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en marche ici et qui vraiment promet énormément, et je trouve ça magnifique en fait. Et j'ai l'impression, en toute honnêteté, et étant quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'assister à un vrai moment de démocratie en fait, et je trouve ça génial. Voilà, j'avais juste envie de le dire et je suis très touché. Déjà, on applaudit Bruno, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde pourrait juste se tenir la main et pas trop écraser les moustiques, parce que voilà, juste voilà, si vous voulez, je peux au moins apporter... se serrer la main, se tenir la main, enfin qu'il y ait une belle image. On est filmé, on est photographié. Oui, non, mais voilà, ou une bise si vous voulez faire la bise. Je peux ajouter un commentaire à vos observations. Je peux vous dire que depuis ce mandat, début 2014, il n'a jamais été autant fait, je pense, sur le territoire et d'Avignon et de l'agglomération pour le développement des mobilités. J'en ai pour preuve que le tram a été lancé la décision définitive a été lancée en 2015, que le plan de déplacement urbain que j'évoquais tout à l'heure a été voté à l'unanimité par le Conseil communautaire en décembre 2016. Et vous voyez qu'on a avancé à grands pas. Alors, il reste beaucoup de choses, ça nous sommes d'accord. Mais vu l'importance de l'enjeu, il faudra des années pour arriver à, je dirais, pas la perfection, ça n'existe pas, mais disons un réseau, etc., des choses qui sont beaucoup plus structurées encore qu'aujourd'hui. Mais voilà, ça ne se fait pas d'un jour. Très bien, merci Monsieur Bellegarde. Là, on se rend compte qu'effectivement, d'un point de vue à la fois structurel et macro-responsabilité, chacun est à sa place. On voit bien que les associations peuvent avoir des difficultés à faire passer leur message auprès des institutionnels et des collectivités, mais on est dans un festival où il y a des artistes. Donc, la compagnie Le Caribou Volant, vous venez d'où? Comment vous êtes venu? Par quels moyens? Donc vous avez des sandales, on l'a compris, mais vous n'avez pas que des sandales. Et du coup, c'est quoi votre sentiment par rapport à la façon dont fonctionne ce festival en la matière? La légende voudrait qu'on soit arrivé en montgolfière avec un caribou volant. Voilà, déjà je pense que c'est un premier pas vers un mode de transport alternatif. Nous, on est sur le festival... un spectacle écolo et familial et musical. On essaye d'aborder plein de sujets, donc c'est très varié. On n'est pas vraiment uniquement focalisé sur la pollution de l'air ou les déchets. Voilà. On essaie de voir un petit peu un panel de choses qui se passent dans le monde avec un regard naïf, en emmenant les enfants avec nous pour qu'ils puissent appréhender à leur rythme ce qui se passe dans le monde. Voilà. En ce qui concerne la mobilité à Avignon, c'est vrai qu'on a vu un peu les différences avec les arrêts la circulation réservée aux piétons et aux mobilités douces.
C'est vrai que c'est déjà beaucoup mieux que c'était, mais il y a encore, à mon avis, du chemin à faire. Par exemple, notre théâtre, au Théâtre des Barriques, même si effectivement ce sont les riverains ou les professionnels qui circulent, c'est très compliqué. On a une rue minuscule. Certains véhicules doivent reculer pour sortir de la rue parce qu'ils se retrouvent coincés. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas en fait ce chemin. Donc voilà, par exemple. Et on a du jeune public toute la matinée. On a plein d'enfants, plein de poussettes partout, plein de gens. Et donc cette rue, par exemple, mériterait, la rue Ledru-Rollin, selon nous, d'être fermée à la circulation complètement. Il y a un théâtre, la plupart du temps, toutes les heures, il y a une foule devant la porte. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais chaque chose avance à son rythme. Et puis là, c'est déjà pas mal en même temps. Mais tu poses une question très intéressante parce qu'il y a des rues qui sont bloquées à la circulation au centre pour des théâtres. Effectivement, cette rue-là ne l'est pas. Vous voyez où se trouvent les barriques? C'est rue Carreterie, Montbar. Vous voyez Montbar? C'est connu le bar, Montbar. Ouais, celui où je suis tout le temps, voilà. Donc là, il y a Montbar et juste la petite rue qui part à droite après. Et donc, mais c'est un angle droit, super droit. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Comment vous décidez qu'une rue va être bloquée ou pas par rapport aux demandes qui sont effectuées ou... D'abord, le nombre de rues qui peuvent être spécifiquement vraiment bloquées, elles sont réduites. C'est-à-dire que la stratégie qu'on met en place d'apaisement, c'est-à-dire de réserver le centre-ville à ceux qui ont le pass, c'est-à-dire qui sont résidents du centre-ville, c'est qu'il n'est pas question d'imposer une contrainte, c'est-à-dire d'empêcher aux gens d'aller chez eux. S'il y a un garage, je ne sais pas, je n'ai pas la rue en tête honnêtement, donc je ne vais pas vous raconter des histoires, mais il y a peut-être quelqu'un qui a nécessité d'accéder, donc on ne va pas empêcher les gens de rentrer chez eux. Ça, on doit trouver toujours ce point d'équilibre. Après, je pense qu'on a vraiment changé la donne en fermant les portes à midi, parce que du coup, la circulation qu'il y a, elle est quand même clairement réduite. Donc, on voit vraiment la différence entre le matin, quand on tracte devant le théâtre, où c'est insupportable. Mais le matin, on est obligé de laisser ouvert la ville. Et l'après-midi, où c'est beaucoup plus tranquille. On est obligé de laisser ouvert la ville, tout simplement parce qu'il y a aussi toutes les livraisons, et elles sont importantes pendant le festival. Bien entendu. Donc on ne peut pas bloquer. Donc, au début, on avait imaginé 13h, on est revenu à midi, en particulier parce qu'il y a déjà beaucoup de monde dans les rues à midi, mais aussi les restaurateurs nous disaient, nous, nos terrasses sont déjà occupées et on ne peut pas avoir des camions, comme quoi les commerçants sont favorables aux logiques de piétonisation. C'est-à-dire que là aussi, il y a des changements chez certains acteurs économiques qui avaient une vision très voiture avant de l'économie. C'est-à-dire que c'est la voiture qui amène de l'activité. Et je pense que beaucoup de gens en reviennent, y compris les acteurs économiques, qu'on est dans une logique d'apaisement. Après, du 100%, ça n'existe pas. Mais non. Ça n'existe pas. Par exemple, on a la rue Henri Fabre, qui est une rue que je connais un petit peu parce que j'y travaille, parce que je travaille, en plus d'être élu, j'ai un métier, qui fait qu'effectivement, elle a été vraiment piétonne cette année. Du coup, vraiment, ça a été un vrai changement par rapport aux problématiques des années précédentes pendant le festival. Et du coup, c'est une rue qui va devenir réellement piétonne de manière permanente à partir du mois de septembre. Mais sinon, c'est vrai que nous, ça fait 4 ans qu'on vient sur le festival. On a fait la création de ce spectacle il y a 2 ans, en février, à Avignon. Donc on est venu aussi au courant de l'année, on a vu la rue des Teinturiers, les choses comme ça. On est arrivé pile au moment où il y avait des travaux énormes vers l'Atypique, là, le théâtre atypique, etc. Cette année, on arrive, on voit la place Carnot super belle et tout. On voit bien qu'il y a des choses qui se font. Hein. C'est vrai qu'on a été agréablement surpris de circuler dans la ville entre 2014, où la première fois on est venu faire un petit tour au festival, comme ça en festivalier, puis les autres années, c'est vrai que les choses avancent. Hein. Honnêtement, ça fait du bien à entendre. Parce que c'est pas tous les jours, donc ça fait du bien d'entendre. Non, mais je le prends positivement, merci. Nous en tant que pratiquants et travaillant sur le festival depuis maintenant plus de 20 ans, on voit effectivement l'évolution qui est évidente. Sur la question des commerçants, puisque cette année, pour la première fois, la Fédération des commerçants et artisans, d'ailleurs M. Tumino aurait dû être là, il n'est pas là, bon c'est pas grave, il est venu sur le premier débat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à imaginer en termes de mutualisation? Parce que souvent, les camions qui rentrent, ils viennent pour une livraison. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser sur une plateforme commune qui permettrait aux commerçants de se mutualiser et de faire venir un camion au lieu d'en faire venir 5? Alors voilà, alors ça c'est la question piège, parce qu'en fait on travaille dessus depuis 4 ans.
C'est un sujet qui est assez compliqué parce que On travaille un peu nos sujets. Oui. ce qu'il nous faut gérer, c'est la question finalement du dernier kilomètre pour la livraison. Donc il nous faut effectivement un pôle d'échange à l'extérieur et un système de livraison pour le dernier kilomètre. Ça nécessite de mutualiser à la fois l'ensemble des commerçants concernés, mais aussi l'ensemble des opérateurs de transport et de nous trouver la plateforme. Et une plateforme qui ne soit pas non plus trop éloignée. Parce que le but de ces stratégies-là, c'est de l'avoir à moins d'un kilomètre, 1,5 kilomètre, d'avoir une plateforme. Pour l'instant, cet espace-là, on ne l'a pas repéré. Parce que la géographie de la ville est faite ainsi, c'est son histoire. On n'a pas encore repéré cet espace-là qui nous permette de réfléchir. Donc on est allé voir ce qui se faisait ailleurs. Et en France, malheureusement, il ne se fait pas grand-chose. Donc on est allé voir à l'étranger. On est allé voir en Italie, on est allé voir en Galice, en Espagne. Je ne me souviens plus de la ville, mais je pense que c'était Oviedo, mais je ne sais plus. Enfin, en tout cas, une ville du nord-ouest de l'Espagne qui a développé ces stratégies-là, sauf qu'ils les ont développées il y a 15 ans. Donc, en fait, l'expérience, on va aller l'étudier pour voir ce qu'on peut en tirer. Certainement qu'il nous faudra trouver un modèle un peu spécifique. Donc, il y a des idées à retirer, mais peut-être pas toutes, parce que chaque ville est différente. Mais voilà l'enjeu fort. On prend l'exemple rue de la République, qui est un peu caricatural le matin. Je peux vous dire que c'est comme ça aussi le reste de l'année. Hein. C'est-à-dire qu'on a des magasins importants avec beaucoup d'achalandage. Et c'est le seul axe suffisamment large qui a un gabarit qui permette effectivement ce type de livraison. Et en plus, on ne peut pas modifier le gabarit de la rue de la République parce que c'est le seul gabarit qui nous permet éventuellement, pour certaines opérations, que ce soit le festival IN ou éventuellement des travaux, de faire passer des gros camions et des semi-remorques pour monter au palais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre axe qui nous permette de le faire. Donc on est pris dans des contradictions. Mais bah, la première fois, les élus sont confrontés à ça. Et on doit trouver la bonne solution. Le fait qu'à partir d'août, il y a un nouveau système de circulation en centre-ville va amener à un certain désintérêt automobile pour la rue de la République. Puisque, à part faire des boucles, les gens vont tourner en rond. Alors il y en a qui ont des expériences sur des manèges. Mais une fois qu'ils l'auront fait 2 ou 3 fois, ça leur passera. Donc, il n'y aura que de la desserte locale. Ça va clairement changer la donne. Après, moi, je vois les choses un peu de façon optimiste. Et j'ai noté, avec un regard observateur, qu'en centre-ville, où c'est vraiment difficile de circuler avec des véhicules à moteur, on a vu, nous, la boulangerie Utopiste, je crois, par exemple, se faire... pas livrer, mais plutôt fournir un livreur à vélo avec des petites cagettes toutes bien organisées qui avaient aussi des légumes et des choses et des machins. Et puis il faisait sa petite tournée comme ça avec une. Il y en a d'autres. Ouais. Hein. Donc c'est des belles initiatives. Des c'est local, c'est petit, ça fonctionne bien et c'est le début quoi. Faut continuer. Et nous avons mis en place en commun avec le Grand Avignon sur l'aspect propreté. Il y a des tricycles électriques donc qui font la collecte des sacs poubelles. Donc ça aussi, c'est une stratégie qui a été développée en commun entre la ville et le Grand Avignon sur les enjeux propreté et enlèvement des ordures ménagères, des poubelles de tri. Voilà. Et il y a une très belle initiative, elle aurait dû être sur le plateau, mais elle avait la livraison de son vélo juste ce matin. C'est Cyclo-Compost, Isabeau Gaillard, qui fait la tournée des restaurateurs et qui récupère justement tout ce qui est les déchets alimentaires qui peuvent être compostés. C'est une super initiative et je pense qu'il est essentiel que les acteurs, à la fois le Grand Avignon, la ville d'Avignon, puissent aider ce genre d'initiative parce que non seulement c'est des initiatives innovantes et éthiques, mais en plus elles donnent une direction à chacun d'entre nous sur comment on va pouvoir avoir de meilleures pratiques domestiques et pour que les choses aillent mieux. Oui, monsieur. Alors moi, j'ai noté. Pardon. En fait, naïvement, j'ai cru apercevoir il y avait un fleuve ou une rivière en fait qui passait à côté d'Avignon. Enfin, il y a un cours d'eau qui passe à côté d'Avignon. Enfin, j'ai cru voir ça en me promenant et je me suis dit parce que j'ai pas vu beaucoup de bateaux en fait et j'ai pas vu de port en fait. Et j'ai l'impression que dans ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, il y a aussi une idée qui pourrait surgir. Là, je l'ai maintenant, donc je vous en fais pas. Pourquoi pas un port qui permettrait à des bateaux d'accoster et de faire les livraisons, ce qui permettrait de désenclaver complètement la gare SNCF, mais également les arrivées en vélo, en voiture. Alors il y a des gros bateaux de tourisme sur le Rhône. C'est une véritable catastrophe parce qu'ils tournent constamment. C'est-à-dire que là, c'est une vraie cata. On en a parlé dans la problématique de l'air dimanche dernier, où on a expliqué que par exemple à Nice, dans le port de Nice, tous les ferries qui font Nice, la Corse,
comme ils n'éteignent jamais leur moteur, les gens chez eux autour ont de la suie chez eux. Et donc avec les particules, c'est une vraie catastrophe. Donc il y a maintenant des solutions qui sont délirantes, qui s'appellent mettre des groupes électrogènes sur lesquels on branchera les bateaux pour éviter qu'il y ait ce type de pollution-là. Mais du coup, on crée d'autres problématiques avec le groupe électrogène. Donc c'était une très mauvaise idée que j'ai eue, quoi. Oui, le port, c'est... Mais en même temps, ouais. Mais c'est bien. Mais donc je m'excuse. C'est compliqué. Voilà. On va donner la parole à madame, si vous voulez faire passer le micro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour. Juste pour la petite histoire, nous avons quitté Avignon il y a une dizaine d'années, la place Pi, parce qu'il fallait attendre 2 ou 3 heures pour pouvoir se garer, même avec le macaron. Bon, c'est ancien. Et nous habitons au pied du Ventoux. Et nous venons régulièrement à Avignon, y compris en hiver, pas que pendant le festival. Donc le problème est de se garer. Et même les Italiens, quelquefois en hiver, à cause des étudiants qui gardent leur voiture toute la semaine, on ne trouve pas de place. La question que j'avais à poser, c'était quelle est la relation du Grand Avignon avec les villes qui se trouvent juste 10 km ou 20 km au-delà. Je vais même plus loin. La ville de Carpentras a réouvert la ligne de chemin de fer entre Avignon et Carpentras, sauf qu'avec un tarif complètement idiot, qui coûte trop cher. Oui, je sais, j'ai milité pour ça, on m'a dit quand il y aura plus de monde, ça sera moins cher. Résultat, ça nous revient moins cher à 2 de prendre la ou voiture. à 4 de prendre la voiture. À 2 €, ça nous revient, parce qu'elle ne consomme pas beaucoup. C'est aberrant. Hein. Mais ça, c'est un autre problème. Mais le problème, c'est que nous prenons des places dans le IN, des spectacles qui commencent à 10 h, c'est pour ça que je dis le IN, et qui se terminent à minuit ou au-delà. Et donc, en venant avec les transports en commun, le bus, ou même en prenant la carte du Off et en se garant à Auchan, le bus pour retourner, il n'y a plus de transport pour retourner. On a été obligé de faire du stop. La première fois, on a complètement oublié qu'on ne pouvait pas aller rechercher notre voiture à Auchan, là, au début du festival. Alors, j'ai déjà posé la question plusieurs fois, j'en ai parlé au IN, chaque année, je leur ressors les trucs, là, à Paul, je ne sais pas comment. Oui, voilà. Et il me dit, mais ça ne dépend pas de nous, même directeur du Off, ça ne dépend pas, ça dépend de la ville. Voilà. Donc, je ne sais pas quel est le lien qu'il pourrait avoir, qui est des transports qui se terminent un peu plus tard, quitte à attendre 1 heure, un train ou 1h30. On soupe ici ou quoi, ou un train qui va jusqu'à Carpentras, au moins, ou même jusqu'à Orange, enfin, etc. Mais qu'il y ait ce lien, parce que c'est aberrant. Votre question, elle est excellente, elle est très concrète. Mais parce que je la pratique. Voilà, oui, bien sûr. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'effectivement, en fonction de ces retours d'expérience, puisque en l'occurrence, ce n'est pas la ville pour cette question que vous exposez très précisément, c'est effectivement le Grand Avignon qui a la compétence en la matière. Et Monsieur Bellegarde, mais on m'a déjà expliqué, même, je vais même aller plus loin. Quand nous habitions Place Pi, mon mari travaillait à Paris. Il était dans le spectacle, hein, donc il faisait l'aller-retour. Eh bien, il a été obligé de prendre, c'était du temps de Marie-Josée Roig, donc je ne sais plus il y a combien de temps maintenant, mais il a été obligé de prendre une chambre d'hôtel là-bas au TGV, parce que la dernière navette n'existait plus avec le dernier train. J'avais été la voir, je la connaissais un peu, en disant c'est complètement aberrant cette histoire. Il ne pouvait pas venir à pied jusqu'au centre-ville, et il n'y avait plus de taxi. Et moi, je n'avais pas de voiture, justement, puisqu'on prenait les transports en commun. Et je crois que ça persiste. Monsieur Bellegarde. Merci. Écoutez, c'est une question effectivement délicate et difficile, mais bon, déjà, je voudrais quand même rappeler que il y a un effort qui est fait, bon, pas suffisant à votre regard. Non, je remarque l'effort. Laissez-moi finir mon propos. Depuis les années 80, j'habitais à Avignon, je prenais le vélo et tout ça. Non, je remarque tout ce qui a été dit, j'en ai même appris là maintenant. Si vous permettez, ce petit détail. Je rappelle malgré tout que, pas sur toutes les lignes, mais un certain nombre de lignes, les horaires sont poussés jusqu'à 1h du matin. Alors je reconnais que pour les théâtres tardifs, ou enfin pour les spectacles tardifs, c'est peut-être pas suffisant.
Il faudra peut-être réétudier la question plus tard, mais il y a quand même un effort qui est fait, puisque en temps normal, les transports en commun ne vont pas jusqu'à 1h du matin, pour les 5 ou 6 lignes principales. Voilà, ce qui est le cas actuellement. Alors après, c'est vrai que l'articulation avec l'ensemble des dispositifs de transport qui ne dépendent pas non plus que du Grand Avignon, que ce soit la SNCF, vous parliez de Carpentras, des autres intercommunalités, qui n'ont pas forcément d'ailleurs des compatibilités de transport avec les nôtres. Tout ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il faudra que dans le temps, ça évolue. On parle beaucoup d'intermodalité, d'interopérabilité. Aujourd'hui, c'est dans l'air. Nous équipons, par exemple, je vous cite quelque chose, c'est peut-être un détail qui ne va pas répondre à votre question, mais par exemple, nous venons, dans le cadre de toute la restructuration de transport, de changer complètement notre système de billettique pour que les cartes d'accès au transport soient compatibles avec tous les autres transports qui voudront bien se rendre compatibles avec nous. Nous, on saura le faire. Techniquement, on sera prêt. Voilà. Mais donc, il y a des questions de tarification. Enfin, il y a l'interopérabilité et l'interconnexion avec d'autres réseaux de transport est assez compliquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est loin d'être résolu. Mais excusez-moi, mais là, ça dépend de la région. Alors, ça dépend de la région, voilà, tout à fait. C'est la région. C'est la région, voilà. Tout à fait. Vous parliez de la ligne le département. Carpentras-Avignon, c'est la région. C'est plus le département. Le département, c'est la région. Toute la mobilité, hors la zone urbaine, la mobilité est transférée à la région maintenant. Donc, c'est toute la région. Mais par exemple, les cars Arnaud qui font Carpentras-Avignon, c'est privé. Lieuteau, Vaison, Avignon, c'est privé. Mairie, oui, mais Orange, ils sont en Avignon, délégation. Ils sont en délégation de service public pour la région. Hein. Oui. Autrefois pour le département, en même temps, c'est à travers la région. Donc, ils sont en délégation. Hein. Voilà, ce sont effectivement des entreprises de transport, mais qui sont mandatées par la région. Il y a quelque chose qui pourrait être fait avec la SNCF, peut-être. Alors, parce que là vous soulevez quelque chose. Vous touchez une épine très sensible. C'est très compliqué. Remuer la SNCF, c'est pas facile. Dieu sait si beaucoup de gens s'y emploient, y compris la région. Vous avez dû entendre beaucoup parler. Mais c'est pas facile avec la SNCF. Voilà. Mais je ne sais pas vous dire mieux pour le moment. Oui, mais je veux juste dire que des spectacles qui se terminent au-delà de minuit, il y en a plein dans le off et il y en a dans le yin. Ce n'est pas une exception pour un. Jusqu'à 1h du matin, ça fonctionne. Personnellement. Non, parce que la navette off, la dernière, elle est à minuit, qui remonte à Ouponté. Ça, je vous peut-être celle-là, peut-être. C'est celle qui va au centre commercial. Oui, du Pontet, de Auchan. Alors, ça, effectivement, je n'ai pas le détail de cette ligne parce que, elle a été. C'est une relation qui a été établie entre le centre commercial Auchan, ou les commerçants de là-bas, c'est ce que nous a expliqué le chauffeur. Oui. Et la TCRA. Mais je dirais qu'en tant que Grand Avignon, on n'y a pas mis notre nez. C'est un service supplémentaire qui est apporté, si vous voulez, complémentairement au réseau de bus. Voilà. Ils nous l'ont dit qu'ils allaient le faire remonter. Mais bon, voilà. Peut-être que, compte tenu de vos remarques, peut-être qu'avec le concours TCRA et de Auchan, ça pourra s'améliorer pour les années à venir. Hein. Parce que pour tous les spectacles qui commencent avant 14h, ici, eh bien, nous laissons notre voiture là-haut et nous prenons la ligne 8 d'Entraigues ou la 2 qui fait tout le tour. Mais bon, voilà, on le fait. On paye à 1,40 ou à 1,20 si on a la chose. Ça nous revient encore moins cher et on est plus tranquille. Mais c'est le retour qui pose problème, qui permet, qui dit je ne vais pas voir un spectacle à 22h30 parce que j'ai peur de rater la Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Cette ligne en horaire qui n'est pas en concordance. En définitive, enfin, je l'apprends parce que je ne savais pas qu'elle s'arrêtait à minuit, n'est pas en concordance avec la poussée que nous faisons, nous, pour aller jusqu'à 1h du matin sur un certain nombre de lignes. Voilà. Oui, peut-être en bas, Saint-Chamond, ça marche. Voilà, donc... merci de votre écoute. Je suis désolé, pas une réponse complète sur votre problème. On va repasser après la parole au public, mais je voudrais avoir la réaction aussi par rapport du caribou volant, par rapport parce qu'on ne sait pas finalement comment vous êtes venu vraiment. Alors... Nous, on est venu en voiture. C'est polluant. On a beaucoup de matériel avec nous, donc on n'avait pas trop le choix. On aurait bien aimé venir en train. Au départ, c'est ce qu'on faisait, mais au bout de 3 ans de tournée, on en a eu un peu marre, avec des grosses valises. Après, pour rebondir sur ce que dit la dame, mais de manière générale sur ce débat, sur la mobilité, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui, on est à un carrefour là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font. Je crois qu'on ne va pas assez vite, malheureusement, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes.
Sauf que là, on arrive à un moment justement où on se dit il n'y a plus trop de pétrole, faut qu'on trouve vite des solutions, sinon on ne pourra plus se déplacer du tout. Alors on va peut-être pas revenir à la charrette, mais peut-être que si, j'en sais rien. En tout cas, on arrive à quelque chose là qui est en train de... un système qui est en train de se finir. Donc comment on crée quelque chose de nouveau avec des énergies renouvelables, vraiment renouvelables? Parce qu'on dit l'électrique, c'est pas renouvelable non plus. Parce que on fabrique des batteries, c'est énormément polluant aussi. Donc on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Je vois qu'il y a des choses qui avancent, mais en même temps, je vois aussi des doubles discours, notamment politiques, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au gouvernement, où on a des gens qui ont des belles paroles, mais derrière, qui n'agissent pas. On le voit avec le gouvernement actuel. Et on le voit à Paris exactement, où l'Île-de-France, c'est vraiment symptomatique. On n'est pas capable... Oui, Paris, l'Île-de-France, c'est les exemples cités là, mais en énorme, quoi. Pour aller, nous, on habite à 33 km porte-à-porte de Paris. On était parisiens, on a migré. Donc on habite à 33 km porte-à-porte de Paris. Comme disait la dame, on ne peut pas venir en transport à Paris parce que ça nous coûte très cher, alors que la voiture, ça nous coûte beaucoup moins cher. Total, on passe trop de temps dans les bouchons. On pollue tout autour de Paris, on pollue dans Paris. C'est pas facile, c'est pénible pour tout le monde. Alors qu'un tarif hyper social, hyper écolo, hyper solidaire, hyper ce qu'on veut, qui nous permettrait de prendre le train, parce que le train, il existe. Mais pareil, le soir, il rentre pas tard. Donc quand on est musicien, on peut pas prendre le train. Parce qu'on va jouer à Paris, puis après, comment on revient? C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et c'est là qu'on peut mettre la question de la gratuité sur le tapis. C'est-à-dire qu'on a vu des collectivités comme celle de Dunkerque qui a décidé de faire gratuité pour les transports publics. Et on se rend compte que ça a des résultats fantastiques. Donc la question, ça va être celle des pouvoirs publics de se pencher sur cette question-là et de voir comment, d'un point de vue économique, c'est jouable, quoi. Et si je peux me permettre, pourquoi... Pardon. Ouais, rebonjour. Pourquoi pas instaurer un système de covoiturage, un peu comme Blablacar, je sais pas, à Avignon, un Blabla Avignon. Nous, avec mon compagnon, on a un petit peu de temps à perdre là au mois de juillet. On se propose peut-être d'aller chercher madame, de ramener madame. Et puis voilà. Après, voilà. En tout cas, on est dans la positive attitude et essayer de faire des choses avec notre voiture et avec les gens. On a 6 places et vraiment le soir ce serait avec grand plaisir de vous reposer en fait gratuitement, bien entendu, il y a aucun, et de faire la navette avec votre beau 4x4. Oui, merci, vous êtes bien aimable, c'est très gentil de votre part. Si on peut aider, voilà. Après, sinon... c'est très gentil. Je voulais juste, avant de redonner la parole à Fabrice Martinez-Tocabins, voir avec Greg pour Roulons à vélo. Nous, dans le cadre d'un projet qu'on aimerait mettre en place et qui s'appellerait l'Oasis, on aimerait travailler avec Roulons à vélo sur une question qui serait les school bus. C'est-à-dire qu'il existe dans certaines agglomérations des bus où il y a un conducteur et 8 places et où les gens pédalent, en fait. Et en fait, c'est donc des bus collectifs où les gens, c'est une énergie propre, puisque les gens se conduisent eux-mêmes. Et donc, on aurait l'idée, et là je le souffle aussi pour que les pouvoirs publics l'entendent, les collectivités l'entendent, qu'il y ait fabrication par le biais de Roulons à vélo de ces school bus et qu'on puisse en mettre devant l'Office du tourisme, au village du Hof, devant le Palais des Papes, pour nous conduire dans cette oasis dont on rêve et qui pourrait être le premier lieu 100% écolo du Festival d'Avignon sur l'île de la Barthelasse. Ce serait assez formidable. Ah, c'est bien passé le message ? Ah, merci Fabrice, formidable. Et donc l'idée, voilà, une idée comme celle-là, est-ce qu'elle vous parle à Roulons à vélo Je suis obligé de dire oui, c'est ça ? Non, pas du tout, on est là pour la liberté de parole et on peut y aller. En fait, on a entendu parler de cette idée de school bus là, il y a quelques années déjà. Tout est envisageable, quoi. Il faut voir un peu comment ça se passe dans les autres villes. Je ne sais pas si ça se fait en France, si ça se fait beaucoup. Si, ça se fait. Ouais. Il y a 3 collectivités en France où ça se fait. Il faut voir comment ça se passe pour la fabrication, pour l'exploitation du bus, et puis pour voir aussi si ça correspond à une demande, quoi. Mais tout est envisageable. Après, c'est une question de savoir si c'est réalisable et puis savoir si nous, on a les ressources pour le faire. Mais sur le principe, on est très d'accord avec ça.
Très bien. Et par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, juste une réaction, dans le positionnement que vous pouvez avoir par rapport à toutes ces problématiques qu'on vient d'entendre, et même sur, je sais pas, Carpentras, est-ce que c'est trop loin C'est quoi la question, elle se pose comment par rapport à ça pour vous? Je sais pas, c'est assez difficile de voir là. Pour moi, là, il y a beaucoup de cas particuliers et moi, ça me faisait juste penser qu'il y a 2 ans, on avait participé à une table ronde avec la région autour des transports. Et en fait, ce qu'ils avaient dit, c'était que de mettre plus de trains ou des trains plus tard, ça a un coût, que ponctuellement, ils pouvaient le faire, mais que comme les trains restaient vides, en fait, ces crédits-là, ils les redirigeaient vers autre chose, quoi. Et que, en fait, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie de le faire, c'est que juste quand ils le faisaient, ça ne fonctionnait pas. Alors peut-être que c'était mal fait, mais en tout cas, ça n'a pas été des expériences toujours très concluantes. Mais il y a certainement un problème d'éducation et d'information, encore une fois, par rapport à ça. Et pour qu'il y ait des gens qui viennent, il faut qu'ils soient au courant qu'il y a ces solutions aussi, possibles. Ouais. Et aussi, il y avait un autre problème, c'était que moi, c'est un truc que je n'avais pas vu du tout, mais que le réseau, il est saturé. Aussi qu'on ne peut pas mettre plus de trains indéfiniment, quoi, et qu'il y a les intercités, les TER, les TGV, les Ouigo, enfin il y a tout un paquet de trains et en fait il n'y a pas de la place pour mettre 10 TER de plus par jour, quoi. Ouais, ça voilà. C'est discutable, surtout par rapport aux horaires tardifs, parce que là il y aurait de la place pour circuler, mais il y a le problème effectivement du remplissage. Fabrice, une réaction par rapport à tout ça? Alors, il y a beaucoup de choses et du coup je ne vais pas répondre à tout, c'est impossible. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Et du coup, on parlera de ce qui vient d'être dit là, des transports le soir, du coût des transports, de la non-rentabilité, et on parlera de la gratuité. Quand on fait des routes en France, je parle bien des routes, hein, je ne parle pas des autoroutes, c'est un autre débat. L'argent, il vient d'où? Il vient de vos impôts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péage derrière. C'est de l'argent public. Et l'usage en est gratuit. Des routes, des nationales, des départementales. Personne ne se pose la question de savoir si c'est choquant que ce soit de l'argent public et que l'usage en soit gratuit. Par contre, quand on pose la question du transport collectif et éventuellement de décider que les bus, les trams et je ne sais où, selon les villes de France, puissent être gratuits, à ce moment-là, on se pose la question. C'est assez contradictoire. Moi, je dis, si on est capable de mettre des routes gratuites avec de l'argent public, donc en particulier l'argent de vos impôts, pourquoi on ne le fait pas sur du transport public, alors que là, il y a une stratégie de mettre du monde dans ces bus et ces trams, du coup d'avoir un impact en termes de pollution, en termes climatiques, qui est extrêmement réduit, et à ce moment-là, ça fait débat. Je suis toujours étonné qu'on n'ait pas de débat sur la voiture, ou à part entre quelques personnes qui sont convaincues, mais on n'a pas de vrai débat public sur la question de la gratuité des transports, qui est, à mon avis, le débat qu'il nous faut aborder, parce que c'est la solution de demain. Oui, ça a un coût. Tout le monde en est d'accord, ça a un coût. La question est de savoir si collectivement, la société que nous voulons ou que nous imaginons pour demain est capable d'assumer ce coût-là. Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire ce choix-là. On en est convaincu. Je le dis moi, c'est la position de la ville d'Avignon. Oui. Je vous donne la parole après, madame. Monsieur Bellegarde, si vous voulez réagir à ça. Bon, je voudrais faire une petite réponse. Monsieur Tocambens connaît bien mon avis aussi. Donc, oui, nous ne sommes pas d'accord sur ce point de vue, mais le point d'accord, on peut tout faire. Hein, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que d'abord, déjà, je rappelle quand même que les transports, aujourd'hui, quand vous dites, tout le monde dit c'est cher, c'est toujours trop cher quand on paye quelque chose. Mais il faut savoir que quand on paie un ticket, quand on paie un abonnement, on ne paie que entre 15 et 20% de ce que ça coûte à la collectivité. Voilà, tout le reste, c'est le financement de la collectivité. Et donc de vos impôts, des impôts des entreprises, puisque c'est financé par ce qu'on appelle le versement de transport pour une grande partie, qui est payé par les entreprises, il ne faut pas l'oublier. Et donc, à un moment donné, l'exercice, il n'est pas facile. Donc, c'est un choix, et je maintiens que c'est un choix politique, éminemment politique, voilà, que nous n'avons pas fait, par exemple, nous ici, pour le Grand Avignon pour l'instant, et pour ma part, tant que je m'occupe de ça, je ne souhaite pas qu'on fasse ce choix. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine phase, on vient de le rappeler tout à l'heure, en pleine phase d'investissement. Parce que ce qu'on dit là, quand vous citez les routes, ça c'est l'État ou les régions, etc., qui financent tout ça.
Ici, les transports urbains, ce sont les collectivités. C'est pas le même budget. Et quand on va chercher de l'argent auprès de l'État, on ne l'obtient pas toujours facilement, notamment pour développer des transports en site propre. Voilà, on a toutes les difficultés. On voit bien aujourd'hui que la loi de mobilité, d'orientation des mobilités qui a été mise en œuvre, qui vient d'être votée, cette loi ne s'accompagne même pas d'une loi de programmation qui définit les financements dont on pourrait se satisfaire pour les transports en commun. Vous voyez ? Donc, nous devons, nous, juger simplement par les finances de la collectivité. Et les finances de la collectivité, c'est aussi les impôts. C'est-à-dire que si, par exemple, on décidait de la gratuité, il faut être clair, c'est le budget principal de la collectivité qui abonderait le budget transport, nécessairement, parce qu'il manquerait 5 ou 6 millions à la clé. Voilà, et que ces 5 ou 6 millions, si ce n'est pas au détriment d'autres travaux qui sont faits dans la collectivité, il faudra aller les puiser dans les impôts. Et les impôts, c'est vos impôts locaux. Voilà. Mais c'est un choix politique. Voilà, madame, j'ai 3 choses à dire. Concernant les vélos, là, à pédaler à plusieurs, je vous signale que quand vous êtes en talons et en tailleur, vous n'allez pas prendre un vélo. Hein. Déjà, on n'est pas tous en basket et en pantalon. Donc j'ai connu aller travailler en vélo et me changer après pour aller travailler. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, quand on achète quand on est en Allemagne, tous les Allemands payent 18 € par an pour utiliser les routes secondaires. Les autoroutes sont gratuites. C'est une taxe qui est pour tout le monde. Si vous achetez une voiture en Allemagne, vous payez ça, même si vous la rapatriez tout de suite. Et la troisième chose, je trouvais que la carte Zoo qui a été mise en place, je ne sais plus, il n'y a pas si longtemps, elle est parfaite, mais je ne suis pas pour la gratuité des transports, parce que c'est les mentalités qui ne vont pas. Donc, j'estime que payer le car Arnaud 2,50 pour venir à Avignon, l'aller, et 2,50 retour, ça fait 5 €, mais quand on est 3, ça fait trop cher. Ça fait 15. Madame, votre avis s'entend très très bien. Simplement, les expériences qui sont aujourd'hui mises en place, et bien que ce que vient de dire M. Bellegarde, il a tout à fait raison, ce sont nos impôts. Simplement, après, c'est dans les choix politiques qui sont faits par rapport à ces impôts. Et aujourd'hui, les expériences qui sont faites dans des collectivités qui montrent que les transports gratuits, c'est une énorme réussite. Donc en fait, je pense qu'au lieu de se dire, de prendre la question par ce bout-là, qui est un petit peu le petit bout de la lorgnette, en le prenant d'une façon un peu plus macroéconomique, on serait dans des échelles qui permettent justement à chacun de profiter de transports qui sont de meilleure qualité et sans que ça coûte personnellement. Moi, ce débat sur la gratuité, c'est bien parce que finalement, il existe dans le pays et il est lancé ici aussi. Et c'est normal qu'on ait ce débat, il est sain qu'on l'ait, et qu'on aborde la question du coût, la question de choix politiques, à un moment donné, qui sont faits. Si vous ramenez simplement, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas des chiffres officiels, on sait qu'on est entre 5 et 6 millions de billetteries sur notre territoire du Grand Avignon à ce niveau-là. Si on extrapolait, si on imagine que toute la France est à l'image d'Avignon, et en tout cas les grandes villes le sont en termes de poids de la billetterie dans le budget global, on imagine qu'il faudrait quoi ? 350, 400, 500 millions au niveau national chaque année. Je voudrais savoir combien rapporte aux compagnies autoroutières la rente des autoroutes. Si on revenait sur des enjeux comme ça, il y a de quoi aller demander des financements à l'État. L'État qui prend des grandes décisions, des grandes règles, des grandes lois, et qui disent effectivement, et j'en suis d'accord, démerdez-vous localement pour trouver le pognon qu'on vous enlève dans une poche et trouver des solutions ailleurs. Donc oui, il y a des choix politiques à faire. C'est-à-dire que l'écologie, à un moment donné, ça ne peut pas être que des mots, ça doit être des décisions assumées politiquement, après un débat et une confrontation publique qui est saine et nécessaire, et de dire qui croit qu'aujourd'hui c'est une priorité de mettre le maximum de gens partout où c'est possible dans les transports publics. L'agglo de Dunkerque a fait le choix, l'a fait, ils ont trouvé les solutions dans leur financement, ils sont à plus 70%. C'est ça la réalité. Vous savez quoi ? Ils sont en train d'étudier, mais ça semble avéré, ils ont une hausse de la fréquentation du centre-ville de Dunkerque par des gens qui viennent faire des courses dans les magasins, pas dans les grandes zones commerciales, où d'ailleurs on veut faire passer des lignes de bus, mais je comprends, il y a du public, donc je comprends qu'on va les faire passer là.
Mais moi, je crois qu'effectivement, ça peut faire venir du monde, y compris dans les centres-villes et dans les centres-bourgs autour de ces villes-là, qui ont besoin d'être redynamisés. Et je crois que la gratuité, c'est aussi un outil pour ça. Et on parle de... Je sais aussi de quoi je parle. Bien sûr. Je me permets, on parle de politique depuis tout à l'heure. Je voudrais rappeler, c'est très important, que l'année prochaine, c'est les élections municipales en 2020 et que c'est important d'aller voter. Et voilà. Très bien, merci monsieur pour votre... Monsieur Bellegarde, un petit mot de conclusion, si vous voulez bien. Simplement, je rebondir, mais en 2 mots, simplement. Quand on dit effectivement c'est une panacée, bon, c'est vrai qu'il y a quelques réseaux qui ont... Mais il faut voir leurs particularités aussi. Voilà. C'est-à-dire que ce qui a été fait aujourd'hui, qui marche, il y a des choses qui marchent, n'est pas forcément transposable partout. À la fois parce qu'ils avaient les moyens de financement qui étaient différents. Vous citiez Dunkerque, parce qu'il y a eu récemment un colloque sur la gratuité qui a démontré justement que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'en définitive, aujourd'hui, on n'en est qu'à un choix politique. Tous les autres moyens factuels ne sont pas avérés. Donc, parce qu'on n'a pas démontré le report modal, parce que ceci, parce que cela, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Simplement, vous parlez de la ville de Dunkerque, eh bien, ils ont pu le faire parce qu'ils ont différé. Je parlais tout à l'heure d'investissement sur le budget principal. Ben, ils ont décidé de différer, je ne sais plus quel investissement, qu'ils ont tout reporté pour faire la gratuité. Voilà. Donc c'est un exemple, c'est un choix. Vous avez raison, monsieur Bellegarde. L'agglo de Dunkerque, il y a quelques années, a décidé de ne pas faire un tram très cher et de faire du BHNS, c'est-à-dire des bus à haute fréquence, partout dans sa ville, 60 millions d'investissements. Et juste après l'avoir fait, ils ont mis en place la gratuité. Ce sont des choix politiques. Moi, je ne suis pas dans la confrontation. Je vous dis que ce sont des choix qui méritent le débat. Ce n'est pas de la polémique, ce sont des choix. Eux, ils en ont fait un. Ici, il en a été fait un autre. Moi, je n'étais pas pour celui-là. Mais ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a et donc, ils ont trouvé des solutions financières, du coup, parce qu'au lieu de dépenser 180 millions, ils en ont dépensé 60 et du coup, derrière, ils ont fait la gratuité. Oui, mais enfin, bon. Aujourd'hui, il y a quelques collectivités qui ont fait ça. Des toutes petites qui avaient des réseaux quasiment insignifiants, donc du fait qu'ils ont développé, alors forcément ça s'est mis en croissance, voilà. Mais il n'y a pas de, à part 1 ou 2 cas, de vraiment de... Dunkerque, c'est la même taille que notre agglo. Oui, mais voilà, c'est à peu près le seul exemple. Hein. Ah ben oui, parce c'est que la même taille que le nôtre. Si vous prenez les grands réseaux, il n'y en a pas beaucoup qui font la gratuité, hein. Voilà. Donc, merci en tout cas. Est-ce que le Caribou Volant veut ajouter quelque chose d'un peu artistique, on revient un peu dans le cadre du festival, pour conclure sur une note un peu plus... c'est bien de donner la parole aux artistes parce qu'ils ont une autre vision du monde aussi. Nous, on finit notre spectacle sur l'histoire du colibri, qui est une petite histoire qui a un peu été médiatisée par Pierre Rabhi. Je pense que l'histoire du colibri, où chacun fait sa part, c'est très important. Parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'est vraiment l'écologie, parce qu'ils sont dans leur train-train, et voilà. Et là, c'est vrai qu'on est entre nous. Je pense que chacun a conscience de ça. Maintenant, il y a des endroits où c'est pas le cas. Il y a plein de spectacles qui parlent d'écologie au Festival d'Avignon, et il faut aller les voir. Faut emmener les enfants parce que c'est eux la génération qui vient, c'est eux qui vont pouvoir changer le monde. Donc voilà, moi je voudrais être sur cette pensée positive, en tout cas, que tout reste encore possible. Même si on est de plus en plus alarmiste. Et voilà, et que l'argent, comme disait d'ailleurs Macron il n'y a pas si longtemps, l'argent, on ne pourra pas le manger. Donc à un moment, il faut quand même aussi penser à ce qu'on fera demain. On peut le manger, mais ça ne se digère pas bien. Voilà. Donc on y croit, et voilà, le colibri, c'est important, mais c'est aussi important que les hommes politiques prennent les grandes décisions, quoi. Nicolas Hulot qui démissionne après 1 an de mandat, non, c'est pas normal. Merci pour cette réaction. Greg, si tu veux avoir un petit mot de conclusion par rapport à... Voilà, je t'en prie. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du prix Tournesol. C'était la dame qui présentait un spectacle juste avant. Et donc, cette année, le prix Tournesol, il sera remis à l'atelier de Roulons un vélo. Ça sera jeudi matin à 11h. Voilà. Et évidemment, je crois que tout le monde est invité. Très bien, merci beaucoup. On remercie chacun d'entre vous pour cette prise de parole. Merci à nos 2 collègues, Sergueï et Bruno, qui finalement ne sont pas vraiment du public, mais sont de la compagnie Les Parvenus, qui jouent au théâtre Improvidence tous les jours. Et donc, on vous convie pour aller les voir aussi, au même titre que le Caribou Volant. On a eu envie de mettre un petit peu de vie dans ces discours ou parfois ces débats qui peuvent paraître un peu institutionnels et un peu difficiles à écouter sur la durée.
On souhaite, nous, en tant qu'association de terrain, ici sur Avignon et sur l'agglo, pouvoir faire passer des messages, comme tu le disais tout de suite, d'écologie populaire, c'est-à-dire un endroit où aller chercher les gens pour lesquels ce n'est peut-être pas évident de parler, de faire passer ce genre de messages, mais en fait, tout le monde est capable de les entendre, et nous, on est juste des stimuli pour faire en sorte qu'une fois qu'ils les ont entendus, ils s'emparent eux-mêmes de ces questions-là pour que chacun devienne ambassadeur. Remercier Momo de sa présence aussi en première partie et tout au long de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les compagnies, les élus, les techniciens, les artistes, les associations de terrain, et aussi on tient à remercier Thibaut qui nous a suivis sur ces émissions, régisseur pour AFSD, pour le Village du Off. Merci beaucoup Thibaut. Et évidemment la production, Clin d'œil Production, Abel et Romain qui ont assuré avec les 6 caméras, qui vont nous faire des montages, qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments tangibles maintenant et concrets avec la parole de chacun d'entre nous. Et Adadif Kazi, qui est donc l'association socioculturelle qui porte ce projet-là, édite également un magazine qui s'appelle Vivant Mag. Thomas est en train de le lever là-bas derrière. Et donc Vivant Mag, c'est un magazine, c'est un catazine, qui est donc à la fois un catalogue pour montrer les pratiques des compagnies à la fois de théâtre, de spectacle vivant et de musique, mais aussi un magazine de réflexion sur les problématiques culturelles et sociales. Merci à tous. Univers FM, c'était la dernière émission. Bonne fin de festival à chacun. À bientôt.